Bien, bonjour à toutes et à tous, chers collègues. La commission d'enquête chargée d'établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France a procédé cet après-midi à l'audition de M. Patrick Pouyanné, président directeur général de Total Énergie, que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Je précise de suite à nos collègues présents et à venir que notre audition se tiendra jusqu'à 15h15 afin de respecter les engagements pris de part et d'autre. Monsieur le Président directeur général, je vous remercie d'avoir répondu si rapidement à notre sollicitation d'audition, en dépit de vos multiples autres obligations. Je crois d'ailleurs que notre audition s'insère dans un calendrier relativement serré et je tiens à préciser aux membres de notre commission que c'est en 2 semaines la deuxième fois que vous venez devant notre Assemblée pour répondre à différentes institutions qui souvent travaillent en parallèle. C'est dire à quel point l'activité de votre groupe est au cœur des préoccupations des parlementaires aujourd'hui. Mon propos introductif sera bref. Simplement pour remettre un peu en contexte, nous avons organisé cette audition dans le cadre d'un cycle de quelques auditions plus particulièrement consacrées aux enjeux des hydrocarbures, du gaz et du pétrole. Nous savons néanmoins que le groupe que vous dirigez est multi-énergie. Votre rapport intégré 2021 en témoigne. Les produits pétroliers, comme le gaz naturel, mais aussi l'électricité renouvelable, composent le mix énergétique de la compagnie de façon finalement assez avec un parallèle qui peut être tracé avec les stratégies que nous pouvons évoquer pour les États. L'ambition affichée de neutralité nette carbone d'ici 2050 permet de prendre la mesure des mutations en cours et à venir au sein de votre groupe. Au regard des sujets sur lesquels la commission d'enquête que j'ai l'honneur de présider doit se pencher, plusieurs problématiques peuvent toucher votre entreprise. Ainsi, plusieurs problématiques nous intéressent également. Quelle notion de souveraineté peut conduire vos réflexions, vos stratégies, vos travaux ? Dans un groupe international comme le vôtre, ce n'est pas forcément évident et pourtant des exemples très récents tels que la stratégie de ristourne faite sur les carburants peuvent démontrer que votre entreprise conserve un lien particulier à l'État et à la nation française. Le rapporteur vous a envoyé un questionnaire qui pourra guider votre propos introductif. Et nous aurons, après votre propos introductif, un échange de façon très simple, le rapporteur et moi-même dans un premier temps, puis les membres de la commission. Et pour ceux qui viennent d'arriver, je rappelle que nous lèverons nos travaux à 15h15. Voilà. Monsieur Pouyanné, en vertu de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, vous devez prêter serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vous prie en conséquence de bien vouloir lever la main droite et de dire « je le jure ». Je le jure. Voilà, je vous remercie et je vous laisse la parole pour un propos introductif. Très bien, merci Monsieur le Président, merci Monsieur le rapporteur, Messieurs et Mesdames les députés. Bon, lorsque j'ai pris connaissance du thème de la commission, je me suis posé des questions. Qu'est-ce que voulait dire le mot souveraineté, indépendance ? C'est pas tout à fait la même notion, je pense. Je pense que la notion d'indépendance qui a pu animer d'ailleurs autrefois la politique énergétique française est difficile à atteindre, voire impossible à atteindre, compte tenu du fait que notre pays ne possède pas sur son territoire toutes les énergies. Je vous rappelle que notre mix énergétique aujourd'hui est à 63% fossile, que l'électricité fait 25% du mix énergétique français et que même si nous avons fait des efforts historiques pour avoir une électricité indépendante grâce au nucléaire et hier et au demain et également les énergies renouvelables, il ne porte que 25% du mix énergétique, même si nous savons que par la décarbonation, il y a un lien entre les deux thèmes, la décarbonation passe par plus d'électricité, il faudra atteindre 50-55%, mais il y aura quand même autre chose dans l'énergie. Donc il faut avoir en tête cela. Je pense que la notion de souveraineté est pour moi plus intéressante parce que ça renvoie pour le coup à la mission d'un État qui est d'assurer, je pense, l'approvisionnement vis-à-vis de ses citoyens en termes énergétiques. On voit bien avec la crise de 2022, enfin l'actualité d'ailleurs a sans doute conduit à votre mission, indépendamment du contexte électrique, parce que je pense que moi je vais pouvoir parler un peu d'électricité, mais aussi des autres énergies. Désolé, je suis pas le mieux placé pour parler d'électricité, mais je vais en parler puisqu'on investit également là-dedans.
dans cette énergie. La notion de souveraineté renvoie donc à la mission d'assurer l'approvisionnement des Français en énergie. Encore une fois, la crise 2022 révèle que c'est peut-être pas aussi évident. Ça paraissait acquis et tout d'un coup, on se pose des tas de questions, tous collectivement, pour savoir comment on peut faire. Et je pense que ça renvoie en fait, à cette notion, d'ailleurs, 2022 le prouve, de la capacité à faire face à des situations de crise. Parce qu'en fait, quelque part, il y a une notion de souveraineté qui, quand les choses vont bien, normalement, l'approvisionnement du pays se passe bien, qu'on ne se posait pas vraiment des questions jusqu'en 2022, tout d'un coup, avec la crise. Mais quand il y a des crises, tout d'un coup, soit par le Covid, d'ailleurs, on en a vécu 2, tout d'un coup, on peut avoir un risque de rupture d'approvisionnement parce que les systèmes d'approvisionnement mondiaux peuvent tout d'un coup s'arrêter. Ça n'a pas été le cas avec le Covid, mais ça aurait pu être le cas, et ça arrive avec la crise russo-ukrainienne de façon majeure. Et donc, la notion, c'est comment on assure cet approvisionnement énergétique et comment on l'assure, ce qui suppose d'ailleurs des capacités d'anticipation, c'est à l'État, et également de travailler sur des scénarios de stress, qu'on ne fait pas tout le temps, d'ailleurs, parce que c'est bien ce qu'on observe sur les marchés énergétiques européens. Peut-être que lorsqu'on a construit, par exemple, le marché gazier européen unique, on n'a pas fait le test du stress. Qu'est-ce qui se passe si on n'a plus de gaz russe, quoi? Et d'un coup, des questions qui, dans des entreprises, parfois se posent, c'est la question des stress aux limites et qu'il faut sans doute, pour aborder votre mission, se poser. Sachant qu'il y a 2 types de stress, d'ailleurs, que révèle l'année 22. L'une, c'est le stress en volume. Et puis après, il y a le stress en prix. Parce qu'on a trouvé tout le gaz qu'il fallait pour approvisionner le pays et même l'Europe pour l'hiver 2022, mais tout ça a un prix parce qu'on dépend de marchés extérieurs. Donc il y a 2 notions, je pense, derrière la notion de souveraineté, une notion d'assurer l'approvisionnement, sa fiabilité, qui est quand même la première mission que nos concitoyens, je pense, attendent de l'État. Et après, il y a une notion, oui, mais à quel prix? Et on voit bien que la notion, s'il y a bien la deuxième, enfin ça j'en suis convaincu depuis 25 ans dans l'énergie, si notre mission, c'est d'apporter une énergie qui soit à la fois fiable, durable et j'ajoute toujours, et abordable. C'est bien la dimension économique du prix qui est juste essentielle, également vu de nos concitoyens, parce qu'en fait, souvent, parce que c'est juste un besoin essentiel qui est la première, fait partie des dépenses du pouvoir d'achat. On commence, il faut qu'on se loge, il faut qu'on bouge, il faut qu'on se chauffe. Il faut qu'on puisse aller au travail avec sa voiture, etc. Et donc, on voit bien qu'il y a une notion à la fois de disponibilité et de prix, et les deux n'allant pas nécessairement ensemble. Alors, Total Energy, c'est une société qui a été créée il y a presque 100 ans, notamment dans le contexte, après les guerres d'ailleurs de 14-18, où on s'est rendu compte qu'on n'avait pas d'hydrocarbures en France, de dépendance. On avait pris, une des prises de guerre avait été les parts de la Deutsche Bank dans l'Irak Petroleum Company, et on a créé la Compagnie française des pétroles à l'époque pour gérer cet approvisionnement, notamment de la France. Bon, l'entreprise a évolué, c'est une entreprise privée, mais bon, vous l'avez dit, elle a son siège en France, ses dirigeants sont largement français, pas tous, et j'ai souvent tendance à dire que nous avons une nationalité, nous sommes considérés d'ailleurs dans le milieu du pétrole et du gaz comme la compagnie, la major française. Beaucoup d'États, beaucoup de partenaires pensent d'ailleurs que l'État français a des actions chez Total Energy. Il n'en a plus, mais ça n'empêche qu'on a bien ça en tête. Alors on l'a à travers comment on fait. Et un des mots que je dirais qui est important, finalement, qu'on applique pour assurer notre mission vis-à-vis de l'ensemble de nos clients au niveau mondial, c'est la diversification. C'est-à-dire que pour moi, la souveraineté peut passer par, bien évidemment, maîtriser soi-même un certain nombre de productions, et je vais y revenir, c'est important, mais passe aussi par la diversification de nos sources. Et c'est malgré la Russie était une position importante pour nous, mais ce n'était jamais que 10% de notre portefeuille, et ces 10% sont en train de disparaître avec le temps, et on arrivera à malgré tout assurer notre mission. Je vais y revenir, parce que je vais illustrer, je pense, notre propos de notre contribution à la notion de souveraineté via ce qui est en train de se passer, puisque c'est très frappant. À la fois côté pétrolier, nous avons pris très vite la décision dès le fin mars de dire nous arrêterons l'approvisionnement d'acheter du pétrole et des produits pétroliers russes d'ici la fin 2022. Il y avait des contrats en cours, on a commencé à se désengager. Et pourquoi nous avons pu le dire? Parce qu'on a dit en même temps, on va assurer l'approvisionnement des raffineries européennes par du pétrole auquel nous avons accès dans d'autres pays. Et notre portefeuille est bien plus grand que simplement la Russie. Et deuxièmement, même pour le diesel, nous avons dit, on prendra le diesel qu'on produit dans notre raffinerie en Arabie Saoudite, puisqu'on en a la disponibilité, la disposition, et on l'amènera en France pour se substituer à l'importation de diesel que nous faisions de Russie. Donc c'est la première notion, je pense que et ça on a pu le faire parce que nous avons construit une entreprise mondiale qui a un très large éventail. On produit du pétrole dans près de 30 pays, on raffine dans une quinzaine de pays, et ça nous permet d'avoir ce portefeuille diversifié.
Pareil sur le gaz. Bon, sur le gaz, on a construit au cours des dernières années, Total Energy est devenu le troisième acteur du marché mondial du gaz naturel liquéfié, qui est devenu célèbre en Europe, puisqu'on s'approvisionnait seulement par tuyau. Le gaz naturel liquéfié, tout le monde a appris ce que c'était. Nous avons 10% du marché mondial. Nous gérons 40 millions de tonnes sur un marché mondial de 400 millions de tonnes. Et qu'est-ce qu'on a fait cette année? Eh bien, on s'est fait en sorte de ramener tout ce qu'on pouvait. Si les stocks sont pleins en France, c'est parce que nous avons doublé. Nous avons assuré 50% de l'approvisionnement gaz, donc gaz naturel liquéfié du pays a été assuré par Total Energy, puisque nous détenons 50% des capacités de regasification. Donc on les a toutes remplies en faisant en sorte que le gaz naturel liquéfié que nous produisons aux États-Unis, dans 11 pays du monde, États-Unis, Norvège, Qatar, Nigeria, Angola, on en a alloué une part prioritaire sur l'Europe, sur le marché européen. Donc ça, c'est une deuxième contribution très concrète. Donc le fait d'avoir un acteur comme Total Energy. Et alors bien évidemment, dans ce que je viens de dire, il y a non seulement la production diversifiée, mais il y a aussi, et ça c'est pour le pays, je pense qu'on revient sur le territoire, j'ai parlé de capacité de regasification. C'est-à-dire que là où le pays doit regarder son adéquation, c'est quelles sont ses capacités de regasification, puisque c'est l'accès au marché, c'est comme ça que j'arrive à amener du gaz naturel liquéfié. La France en est plutôt bien dotée, l'Europe a un déficit, comme vous le savez, et comme on est dans un marché unique européen du gaz, eh bien on a une solidarité européenne. Donc les déficits de capacité de regasification allemande, en gros, notamment, rejaillissent un peu sur tout le monde, même si, en l'occurrence, à la fin, le gaz est un produit physique, et il se trouve qu'il reste pas mal en France parce que les capacités de l'exporter vers les autres pays sont limitées par des tuyaux, tout simplement. Bon, donc là-dessus, il y a une première notion qui est je pense pour votre mission, c'est sur ces diverses énergies, quelles est les capacités dont on dispose pour importer cette énergie, puisqu'on doit en importer à un moment. C'est vrai aussi pour le raffinage, côté produits pétroliers, où nous avons à peu près 50% des capacités de raffinage français, avec pour nous un débat parfois compliqué qui est qu'à la fois, on voit la demande de produits pétroliers baisser en France depuis des années. Donc, on doit adapter notre outil de raffinage, puis surtout, d'autant plus qu'on nous demande de fabriquer des produits comme des carburants aériens durables qui supportent de transformer les raffineries en bio-raffineries. Et donc, on a une question d'évolution de l'outil de raffinage pour faire des nouvelles molécules décarbonées dont nous avons besoin, puisqu'il y a des réglementations qui nous les demandent, et on les fait par reconversion d'une partie des capacités de raffinage pétrolier que nous avons. Ça, c'est l'autre point. Et donc, on a des capacités de raffinage, et là, on contribue directement, bien évidemment, à la souveraineté du pays. Ça, et le dernier sujet, puisque Total est devenu Total Energy, c'est qu'effectivement, la vraie modification, c'est que maintenant, nous investissons dans l'électricité. Nous voulons construire un acteur, un électricien, puisque nous considérons que la décarbonation, elle passe notamment, pas seulement par des biocarburants, mais aussi par plus d'électricité, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, nous disposons, on n'avait pas grand-chose en 2017, en l'espace de 5 ans, on dispose maintenant à peu près 4 gigawatts de capacité sur le territoire français. À l'échelle mondiale, on en a à peu près, je ne veux pas la dire, 19 gigawatts. 4 gigawatts qui sont 2,5 gigawatts de centrales à gaz. Nous avons mis en service la dernière à Landivisiau cette année. À peu près un tiers du parc des centrales à gaz françaises que nous avons acquis au cours des dernières années au moment où nos concurrents les vendaient allègrement, considérant qu'elles n'étaient pas utiles. Cette année, elles fonctionnent à fond. Je veux dire, et d'ailleurs, l'analyse qu'on faisait, c'est que, et pourquoi on l'a fait d'ailleurs, c'est juste pour partager avec vous, c'est que quand on veut construire un électricien, les clients, ils veulent à la fin, certes, ils veulent de l'électricité fiable et permanente. Et donc, bien sûr que on a d'ores et déjà 1,6 gigawatt d'énergie renouvelable sur le territoire français, mais on s'est toujours dit, il va falloir qu'on soit capable d'offrir aux clients pas l'électricité intermittente, et donc on a besoin de capacités de génération flexible, ces fameuses centrales à gaz. Et notre analyse, elle est vraie un peu partout dans le monde, c'est qu'en fait, plus on mettra d'intermittence dans le mix, plus il nous faudra des capacités de flexibles pour adapter, pour faire en sorte qu'à la fin, on fournisse une électricité continue aux clients. D'où notre positionnement sur des centrales à gaz. Donc on a 4 gigawatts, on a 1,6 gigawatts d'énergie renouvelable. On en construit, ça va un peu moins vite, mais je répondrai sans doute des questions que ce qu'on voulait. On est aujourd'hui à un rythme à peu près de 300 à 400 mégawatts par an. Bon, encore une fois, on est nouveau dans ce secteur-là. On était plus ambitieux, on pensait qu'on pourrait faire entre 500 et 700 mégawatts par an. Donc on espère atteindre ce rythme pour participer à faire croître
nos capacités de génération d'électricité en France. Puisque, faut être clair pour nous, on est rentré dans l'électricité, je suis sûr que vous aurez des questions, mais pas simplement parce qu'il se trouve qu'on y est rentré en rachetant un portefeuille de clients à la société Direct Énergie. Mais notre objectif, c'est pas d'avoir des clients si on produit pas nous-mêmes. Je veux dire, on est dans notre vision de l'énergie est tout le temps la même. Il faut qu'on soit intégré sur toute la chaîne de valeur. On produit et on peut amener à des clients, mais il ne s'agit pas de simplement gérer des clients sans produire, sans contrôler nous-mêmes nos moyens de production, tout simplement parce que voilà, les cours montent et descendent et que si on fait que s'approvisionner sur le marché, c'est difficile d'avoir un business très profitable. Donc voilà un peu la contribution, la troisième contribution qu'on peut avoir, je dirais, à cette notion de souveraineté. Donc notre portefeuille diversifié et puis dans les diverses énergies. Regardez, autre point que je voulais soulever en introduction, puis c'est que je pense que la question que vous vous posez, elle est à l'échelle nationale, mais qu'il se trouve qu'on est tant sur le gaz que l'électricité dans des marchés uniques européens. Et que je ne peux pas m'empêcher de penser que même si on a une crise, on serait sans doute meilleur si on était capable de porter cette notion de souveraineté. Et je sais bien qu'il y a les traités européens prévoient que l'énergie relève de la souveraineté des États. Simplement, avoir des politiques climatiques européennes et avoir des politiques énergétiques par État, c'est compliqué. Et aujourd'hui, face aux crises que nous vivons, et à l'ambition d'ailleurs de neutralité carbone qu'on porte collectivement au niveau européen, et on est en avance sur le reste du monde, je pense que l'échelle européenne pour réfléchir à ces notions, notamment en termes de où est-ce qu'on investit les divers moyens de production. Je ne peux pas empêcher que parfois il y ait des pays du nord de l'Europe qui investissent dans le solaire. Ce serait mieux si on était un peu plus malin de le faire au sud et vice-versa pour l'éolien. Je pense qu'il y a là aussi un cadre de réflexion qui dépasse peut-être votre mission, mais qui est en arrière-plan. Parce qu'en fait, quoi qu'on veuille, à la fin, notre système, et on le voit bien, notre système d'électricité aujourd'hui, était exportateur, il devient importateur. Et donc il y a des échanges qui se passent avec les pays. De ce point de vue, je dirais qu'une des conditions de la souveraineté, c'est aussi d'être capable d'avoir des réseaux électriques qui soient d'investir dans les réseaux et pas seulement dans les interconnexions, d'investir dans les réseaux. Si on veut, et les renouvelables vont nous donner cette notion de plus d'indépendance et de souveraineté puisqu'elles sont locales. Si on veut aller vers plus d'indépendance, il faut toujours penser aux échanges et donc à la qualité des réseaux. Je pense qu'il faudra investir dans nos réseaux, plus on voudra en construire, puis il faudra que les réseaux les absorbent. Dernière notion que je voulais éviter, c'est la notion de sobriété. Je pense qu'on ne peut pas penser, et pour moi, parce que je mets votre notion de souveraineté énergétique aussi avec la trajectoire climatique, enfin les deux vont en tête, on ne peut pas vouloir penser à tout cela si on ne fait pas des efforts d'économie de l'énergie. Alors aujourd'hui, ça paraît évident parce que l'énergie est chère, mais je pense que toute trajectoire climatique suppose un énorme effort d'efficacité énergétique. La France gagne à peu près 1 point d'efficacité énergétique autour des 30 dernières années par point de PIB. On fait, en gros, on consomme par point de PIB 70% de ce qu'on consommait il y a 30 ans. Il faudrait être capable de faire passer à 2 à 3%, à la fois pour être sur des trajectoires net zéro, mais aussi ça serait bien pour l'indépendance énergétique, parce que moins on consommera collectivement. Donc tous les efforts qu'on peut faire en ce moment là-dessus vont nous aider, vont aider à atteindre cette notion de souveraineté. Voilà un peu ce que je voulais vous dire, que les notions qu'ont soulevées en lisant l'intitulé de la mission dans mon esprit, les divers concepts que je voulais mettre pour ouvrir le débat. Merci beaucoup. Je commencerai avec 2 ou 3 petites questions que je vais faire très rapides. D'abord, vous nous l'avez dit, l'État français n'a plus d'actions chez Total. Est-ce que vous pouvez préciser le plus, parce que ça sous-entend qu'il y en a eu. Et dans cette perspective-là, comment une société internationale comme la vôtre se vit française, se sent d'une certaine façon contributrice d'une souveraineté française, et je le dis avec un exemple très simple, finalement à un moment ou un autre, quand ça se tend sur les marchés mondiaux, il y a un arbitrage de priorité à faire, y compris dans une société comme la vôtre. Comment vous positionnez la France et pour quelles raisons finalement positionner la France de façon plus favorable dans des arbitrages? L'État français a eu jusqu'à 35% de la société au début dans les années avant la guerre et jusqu'à les années 70 à peu près. L'État français n'a plus d'action depuis la fusion Total-Elf qui date de 2000. Il restait une golden share. À ce moment-là, la Commission européenne n'a mis qu'une seule condition à la fusion,
qui était la fin de cette golden share. Bon, voilà l'évolution du capital. Bon, après, je pense que la nationalité d'une entreprise s'exprime par son siège, par le fait qu'on est soumis aux lois françaises. Enfin, on est une société européenne mais de droit français, le siège en France, bon, c'est une première question. Après, par la nationalité du management, qui a quand même tendance à regarder, et notamment, bon, quand on investit 10% à peu près de nos investissements annuels en France, qui est beaucoup par rapport au poids en fait de la France dans le portefeuille énergétique mondial, ce qui prouve bien qu'on a, je dirais, on y investit même plus au cours des dernières années parce que les énergies renouvelables, les énergies décarbonées nous ramènent vers la France, entre guillemets. On a commencé, bien évidemment, lorsqu'on est rentré dans le domaine de l'électricité, on s'est d'abord dit, avant d'aller le faire dehors, on va peut-être commencer à le faire chez nous pour voir comment on peut s'entraîner, enfin, développer notre compétence, des équipes, recruter des équipes, le faire ici. Par exemple, il y a un autre domaine, je n'ai pas parlé, mais le biométhane, par exemple, on a commencé en France. On a racheté une société française avant de se dire qu'on allait aller développer ses compétences à l'extérieur. Donc, il y a chez nous, et comme ces énergies renouvelables sont beaucoup plus locales que mondiales, ben, ça nous ramène vers le sujet français assez régulièrement. Alors après, dans les arbitrages qu'on fait, ben, on fait des arbitrages en fonction, encore une fois, on a un amont où on fournit, on produit des énergies un peu partout dans le monde, puis après on a ce que j'appelle un aval, des raffineries, des terminaux de regasification, des clients. Il se trouve que notre société, historiquement, a développé des clients en Europe, à l'échelle européenne. On a un portefeuille qui est assez européen, et donc nos flux, entre guillemets, on doit à la fois nos flux de production vont aller, on a une autre mission qui est d'alimenter nos raffineries, nos terminaux de regasification, nos clients européens et français. Donc voilà. Après, il est clair que les arbitrages peuvent être économiques. Lorsqu'on est notre gaz naturel liquéfié américain, puisqu'on était en 2021 on a la plus grosse position de gaz naturel liquéfié parmi tous nos concurrents. On a exporté 11 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié des États-Unis. Ils peuvent aller soit en Asie, soit en Europe. Et l'arbitrage, il va être à la fois économique, en fonction où sont les prix les meilleurs. Et puis après, ils peuvent être encore une fois, là il se trouve que on a les terminaux de regasification qui en Europe étaient pleins en gros à 40-50%, on les a remplis à 95%, considérant que la priorité a été aussi quelque part d'amener tout ça à nos clients en Europe. Donc c'est cette notion-là, cette notion on a une mission aussi de remplir, on a des contrats avec nos clients qui vont faire qu'on va faire nos arbitrages. J'ai une deuxième question sur le rapport entre le brut et le raffiné, notamment sur le pétrole. Est-ce qu'à ce niveau-là, il y a des obligations de raffiner sur le territoire national ou sinon, comment vous construisez le panier d'importation entre le pétrole brut ou le pétrole raffiné à l'échelle de la France? Non, il n'y a pas d'obligation de raffiner, il y a des obligations de stock stratégique qui sont en gros, puisqu'on a des stations-service, j'ai oublié d'en parler, mais on met à la consommation. Donc en fonction de votre mise à la consommation, on a 3400 stations-service, on a à peu près 25% du réseau national. Donc en fonction de votre mise à disposition de produits, vous avez des obligations de stockage qui sont en gros de 90 jours. Donc on a des obligations de stock stratégique que l'on a soit nous-mêmes dans nos stocks, soit via l'organisme collectif qui s'appelle la Sagesse. Donc on remplit cette obligation. En l'occurrence, je pense qu'il est bien dimensionné par rapport je pense que l'obligation de stockage stratégique qui s'est renforcée au cours des années est bien dimensionnée. On en a sur le gaz, elle n'est pas de la même nature. Elle est assez forte en France, malheureusement, l'échelle européenne, elle est assez faible. Elle est plutôt de 2 mois d'hiver, en gros. Si je regarde, sachant que la consommation gazière est très saisonnière. Donc ça fait 4 mois d'été, 2 mois d'hiver, en gros. Et on a en France une obligation relativement forte. Donc on n'a pas d'obligation de produits raffinés. Maintenant, on a des outils de raffinage, donc on les utilise quand même en priorité. Il faut faire tourner nos raffineries. Alors, d'où vient le pétrole brut? Alors là, il vient du monde entier. Il vient du Moyen-Orient, il vient d'Afrique, il vient de l'ensemble de nos productions. Il vient pas nécessairement, d'ailleurs, au passage, nos productions, en gros, nos propres productions alimentent 25% de l'outil de raffinage français. Mais notre qualité de négoce en ramène d'autres. En fait, c'est une question de quelle est la bonne qualité de pétrole vis-à-vis de quelles sont les caractéristiques d'un outil de raffinage. Toutes les raffineries ne peuvent pas traiter tous les pétroles. Mais globalement, notre trading, comme on dit, en gros, on manipule à peu près dans l'année 4 fois plus de produits pétroliers, de pétrole que ce qu'on produit nous-mêmes. Donc on a une capacité à aller chercher le pétrole un peu partout. Donc pour ça, d'ailleurs, sur l'affaire du pétrole russe, c'était très facile pour nous de dire on va substituer au pétrole russe. Alors naturellement, en substituant, on l'amène de plus loin, donc il coûte un peu plus cher.
c'est juste la conséquence que ça a, parce que c'est pas pour rien qu'on le prenait en Russie, c'est qu'il était au bout d'un tuyau et que c'était la meilleure façon d'alimenter les raffineries allemandes. En l'occurrence, il y avait très peu de pétrole russe qui allait sur les raffineries françaises. En fait, on avait essentiellement du pétrole Moyen-Orient, Afrique, on peut en avoir d'Amérique du Sud également. Voilà, voilà un peu comment. Donc là, c'est l'ensemble du portefeuille qui fonctionne. Une dernière question qui m'emmène sur l'électricité, avant de laisser la parole au rapporteur. Vous précisiez que en entrant sur le marché de l'électricité, pour vous, il n'était pas question de ne pas avoir des capacités de production. Pourtant, dans le cadre européen qui a été mis en place, la loi NOM, l'ARAN, etc., vous faites plutôt figure d'exception en matière de vendeurs d'électricité autres qu'EDF qui se soient dotés de capacités de production propres. Est-ce que vous voyez quelque chose qui peut vous permettre d'expliquer cette... Non, mais je pense que là, ce vous caractère allez vers l'arène et tout le débat. L'ouverture à la concurrence de l'électricité, nous, on a décidé d'y rentrer assez récemment, hein, donc c'est neuf pour nous, mais il y a eu de longs débats internes parce qu'on savait qu'on allait dans un marché plus régulé. Donc, et effectivement, il est plus régulé d'ailleurs. Ça, on l'observe. Mais bon, ça renvoie à la philosophie d'ouverture du marché. Tous les pays ne l'ont pas fait de la même façon, hein. La France a fait le choix historique, parce qu'il y avait des contreparties de volonté de la France de contrôler une partie du marché, de mettre à disposition une partie de la rente nucléaire des concurrents. Effectivement, en plus avec un mécanisme, moi je l'ai découvert, qui me paraissait un peu étrange, où on avait même une option gratuite, c'est-à-dire que si le prix était inférieur à l'obligation, on n'était pas obligé de le prendre. Ça, j'ai tout de suite pris position en disant, d'ailleurs, au gouvernement, moi j'ai pas de problème si vous rendez l'option payante. Enfin, je trouve même, parce que du coup, ça a donné lieu à des naissances de tout un tas de petites entreprises qui récupèrent à un prix fixe, entre guillemets, maximum, entre guillemets, un volume, et peuvent développer un portefeuille de clients en se disant je vais faire la différence. Naturellement, ça c'est pas du tout comme ça qu'on a regardé le sujet. On s'est dit ça tiendra pas la route, parce que d'abord, on sait très bien que ce sont des matières premières et des commodités dont les prix peuvent varier. Et cette année, qu'est-ce qui se passe quand les prix montent au ciel? Ces entreprises-là, c'est peut-être sociétés commerciales, elles résistent pas. Elles ont ni le bilan, et puis elles n'arrivent pas si vous devez acheter de l'électricité sur le marché à 300 € et que vous le revendez avec des contrats, parce qu'ils ont souvent des contrats commerciaux à 100, vous perdez tout l'argent que vous voulez. Donc ça, c'est un modèle qui était un modèle opportuniste, qui n'a jamais été pour nous l'idée qu'on est rentré sans marché. On avait hérité en partie de Direct Énergie, qui s'était construit comme ça, mais qui déjà avait racheté d'ailleurs une société d'énergie renouvelable qui s'appelait Cadran, et quelques centrales à gaz. Si on a racheté Direct Énergie à ce moment-là, c'est parce qu'en fait le portefeuille commençait à se construire. Et je me rappelle avoir dit, mais il va falloir très vite qu'on monte nos capacités de production, parce que sinon, si on ne contrôle pas le coût de production de nos moyens, de nos ventes, je peux vous dire qu'à un moment, on prend des bouillons, quoi. D'ailleurs, comme on n'y est pas encore, cette année, nous aussi, on n'a rien dit, mais cette année, quand on a dû aller se fournir sur le marché les électrons qu'on n'avait pas en production, c'était pas des opérations très gagnantes, hein, ça c'était clair. Donc, on a bien évidemment résisté, c'est pas le sujet. Donc je pense qu'il y a quelque part, d'ailleurs, dans cette crise, peut-être une réflexion plus profonde, et que la question qu'on aurait pu se poser, c'est, à l'époque, nous on n'était pas dans ce secteur-là, c'est effectivement comment on fait pour... Je pense que le partage de la rente nucléaire était lié à cette volonté d'ouvrir les marchés à la concurrence, et c'est quelque part pas anormal. Alors après, quel est le volume? Moi, je sais pas de sujet, mais qu'il y ait eu cette obligation. La question était effectivement quelles sont les contreparties qu'on demande aux personnes, enfin aux entreprises qui en bénéficient, soit en termes d'investissement, soit en termes de prix, de valeur. J'avais vécu personnellement l'ouverture du marché des télécommunications quand j'étais dans l'État comme directeur du cabinet du ministre des Télécommunications. On avait eu le même débat. Lorsqu'on a ouvert à la concurrence les télécoms, quelle était l'obligation d'investissement qu'on faisait porter sur les opérateurs alternatifs en termes d'antennes, de mobiles, etc. Et je vous rappelle que ça a aussi d'ailleurs donné lieu au même débat lorsque une compagnie a réussi à avoir accès à des volumes d'interconnexion de télécom de la part d'Orange à des prix sans avoir investi, alors que d'autres investissaient. Donc ça, c'est un vrai débat, je pense, qui relève en fait, au moment où on ouvre à la concurrence des secteurs, la question du niveau d'investissement requis des nouveaux entrants. Ça ne veut pas dire que la concurrence soit pas bonne, mais je pense que ça renvoie à quel est le niveau d'investissement qu'on met dans le cahier des charges des nouveaux entrants. Les télécommunications, ça a été un débat. Je vois que l'électricité, on a découvert qu'effectivement, il y avait des acteurs qui avaient finalement assez peu investi. Bon, c'est pas du tout notre idée, encore une fois, parce que si on veut résister à cette volatilité, la seule façon, c'est de contrôler, d'avoir ses propres coûts de production, enfin d'avoir une maîtrise. Alors, on peut pas en avoir une maîtrise totale, donc encore une fois, aujourd'hui, on
on n'est pas équilibré, mais encore une fois, les événements de cette année justifient ce qu'on cherche à faire. Voilà. Et donc, on va construire un outil de production à l'échelle française et européenne, sachant qu'il y a aussi des interconnexions dont il faut prendre en compte, puisque on a aussi acheté les centrales à gaz en Espagne et en Belgique, dont certaines d'ailleurs ont bien fonctionné également pour alimenter, puisqu'aujourd'hui il y a des importations d'électricité venant d'Espagne depuis peu vers la France. Donc voilà. Donc on peut concevoir le sujet à l'échelle française et à l'échelle européenne. Bien, merci. Monsieur le rapporteur. Pardon, là du coup, il va falloir alterner les micros. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Président Directeur Général de vous être rendu disponible et pour la clarté de vos réponses. Un premier train de questions sur la question de la sécurité d'approvisionnement que vous avez déjà commencé à aborder et même si j'ai conscience que les délais sont restreints par rapport au déclenchement de la crise, avoir votre éclairage sur ce que la crise actuelle donne comme indication sur la sécurité d'approvisionnement en matière de gaz et de pétrole en particulier, avec deux questions que je voudrais vous poser. La première, c'est le regard que vous portez sur notre capacité à anticiper et à réagir à une crise en matière d'approvisionnement. Au niveau national, on a un plan hydrocarbures et un plan gaz auquel vous devez être associé, donc ce point-là m'intéresse. Et au niveau de votre entreprise, sur la capacité à gérer la logistique d'approvisionnement en cas de crise géopolitique, sous la forme de stress test, comme vous l'avez évoqué, et quand viennent s'ajouter, par exemple, des mouvements sociaux qui peuvent perturber davantage votre fonctionnement ordinaire. Donc, votre regard sur ces dispositifs, à la fois publics et puis sur ceux de votre entreprise, et votre regard sur les outils actuels à disposition. D'abord, les stocks. Vous avez évoqué la question des stocks, mais je serais preneur de précision quand vous dites que les stocks pétroliers, enfin les stocks stratégiques vous semblent suffisants. À quelle aune et qu'est-ce qui vous permet d'estimer cela? Et la même question pour le gaz, avec la question spécifique de la regazéification. Vous avez évoqué le déficit européen. Quelle cause vous y voyez et quelle remédiation vous y voyez également à court et moyen terme? Écoutez, alors, côté pétrole, qu'est-ce qui nous fait dire que 3 mois, ça nous paraît relativement signifiant? C'est qu'on n'a jamais eu besoin d'aller à ce niveau-là, même, et encore une fois, parce que les points d'entrée de logistique pétrolière du pays sont relativement fournis. Alors effectivement, il faut éviter les mouvements sociaux. Bon, finalement, pour ce qui nous concerne, ça a duré le mouvement lui-même 8 jours. Après, le droit de grève est un droit constitutionnel et donc on ne peut pas aller contre, en fait. On a fait tout ce qu'il fallait pour avoir un accord majoritaire en 8 jours. Après, il fallait qu'il puisse être respecté. Bon, c'est des situations quand même exceptionnelles et qui ont certes, malheureusement, eu des conséquences sur l'approvisionnement des Français, surtout qu'il y a eu de grève dans toutes 2 entreprises en même temps. Bon, ça, c'était ce qui a créé, je dirais, le cumul de difficultés. Ça, c'est tout à fait regrettable. Il se trouve aussi que ça venait après une période, pour ce qui nous concernait, où on avait lancé l'opération des rabais sur l'essence, et donc tous nos stocks de stations étaient quasiment très très bas, puisque les Français, d'ailleurs c'est une leçon, se précipitaient dans nos stations. Ils en sont d'ailleurs très contents. Moins contents quand ça s'arrête, mais ils en étaient très contents. Donc bon, voilà. Donc je dirais c'est exceptionnel, mais j'ai pas eu le sentiment. Alors après, il y a des outils en termes de souveraineté. Il y a eu un débat, vous savez, qui est quand est-ce que face à un mouvement social, on utilise des niveaux de réquisition, qui est plus un outil de l'entreprise privée. Moi, l'entreprise, je devais faire notre travail, on devait faire le travail nous pour arriver à trouver la solution en interne à cette question-là, ce qu'on a fait. Après, il y a une question pour les pouvoirs publics, qui n'est pas une question simple. C'est chacun a des moyens légaux pour pouvoir faire en sorte de débloquer ces moyens. Bon, on va regarder nous-mêmes si on n'est pas capable quand même au XXIe siècle, comme je l'ai déclaré récemment, d'être un peu mieux capable de piloter un certain nombre de moyens d'accès automatiquement à partir en automatisant un certain nombre de vannes essentielles du pays. On doit pouvoir améliorer notre propre logistique, entre guillemets, sans dépendre d'un nombre limité de personnes. Donc c'est des leçons qu'on va tirer de la crise. Mais je pense que cette obligation et que les moyens d'accès au pays sont largement bien couverts. Il y a des tuyaux. La France, bon, on a quand même une façade maritime, ce qui nous aide quand même beaucoup. Donc on n'est pas un pays comme la Hongrie ou d'autres qui sont au milieu d'un cercle. Et on a beaucoup de points d'accès sur le littoral. Après, il faut que les personnes fassent fonctionner. Mais je dirais, ça me paraît pas un sujet. Ça me paraît pas un sujet. Pour le gaz, c'est plus compliqué, encore une fois, parce que, voilà. Pourquoi d'abord il n'y a pas assez de capacité de regasification en Europe?
J'aurais tendance à dire parce que nous vous écoutons, vous, les pouvoirs publics. Quand l'Europe dit que l'objectif à long terme, c'est de sortir du gaz et des fossiles pour des raisons climatiques, voire même pas à long terme, mais à court terme, les industriels, les investissements dans un terminal de regasification, il faut à peu près 20 ans pour les amortir. Pourquoi? Et je veux dire, par exemple, les terminaux de regasification allemands, moi j'en ai entendu parler quasiment depuis 2005, j'en entends parler régulièrement, on les a étudiés, mais à la fin, quand on regardait les marchés qu'il y avait derrière et la perspective des marchés, c'est des marchés déclinants. Donc c'est compliqué pour des entreprises privées d'investir dans des infrastructures. Et ça, c'est un vrai débat. Enfin, c'est la notion qu'à un moment, les États doivent se poser la question des infrastructures essentielles nécessaires à l'approvisionnement. L'Allemagne ne se l'est pas posée. Pourquoi? Parce qu'il y avait le gaz russe. Et je pense aussi parce que on peut pas réécrire l'histoire. Lorsque l'Allemagne prend la décision de ne pas construire ces terminaux, il n'y avait pas eu Fukushima. Il n'y avait pas eu la décision sur le nucléaire allemand. Et je pense que c'est une leçon qu'on reprend l'histoire. C'est difficile de redire c'est la faute à qui, parce qu'il faut remonter le temps pour bien comprendre ce qui se passe. Et en fait, Fukushima a eu des impacts majeurs, je pense, au-delà de ce qu'on imagine sur tous nos pays. Soit parce qu'ils ont ralenti des programmes nucléaires ou des relances de programmes nucléaires comme chez nous. Je vous rappelle qu'à un moment, on voulait faire non seulement l'EPR de Flamanville, mais Panly, puis on a arrêté. C'est Fukushima qui a eu... Et les Allemands ont décidé de sortir du nucléaire en 10 ans plus tard, en 2021-22, sans en tirer sans doute toutes les conséquences. Je pense que Mme Versteger a dit, finalement, c'est un peu notre fainéantise ou qui a fait, ou pas, c'est pas finalement notre appétence pour le profit, parce qu'on avait du gaz russe pas cher. Donc le gaz russe, on l'a quasiment domestiqué, sans se poser, alors que pourtant régulièrement la question géopolitique de la relation à la Russie était posée. Et donc c'est la leçon qu'il faut en tirer, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des instances, en France, je pense que c'est la mission du SGDN notamment, ou de l'État, de se poser des questions, en fonction des décisions qui sont prises et des événements, de bien s'assurer qu'on a bien dimensionné notre système d'approvisionnement. Or, on a découvert, avec la crise russe, que si on n'a plus de gaz russe, on n'a pas assez de terminaux de regasification en Europe. Voilà. Alors la France, elle, a des capacités, mais elle les a d'ailleurs au passage depuis peu. C'est pas ce qu'on a décidé nous. D'ailleurs, on y a contribué en 2011 de construire le terminal de Dunkerque. Historiquement, on n'avait que Montoire pour le gaz algérien. On a racheté Foscavaou, nous sommes devenus actionnaires à un moment, puis on a décidé de construire Dunkerque, en partie d'ailleurs dans la veine où on avait arrêté une raffinerie, on a décidé de faire un terminal de regasification, mais on voyait bien, parce qu'on était un acteur majeur du gaz naturel liquéfié, qu'il faudrait qu'on en amène. Donc c'est assez récent, sinon on aurait été Donc on a construit cette installation. Donc on a 35 BCM par an, ce qui est suffisant par rapport à la consommation française. Mais comme on est dans le système européen, une partie de notre capacité peut être mise à disposition aussi de nos partenaires. Et là, je trouve moi j'ai découvert avec la crise que clairement il y avait un déficit de capacité de regasification. Il y a aussi d'ailleurs à l'échelle européenne un déficit d'obligations de stockage. La France, l'Italie ont des obligations de stockage de gaz et il y a d'autres pays qui n'en ont pas. Et ça, je pense que c'est parce qu'encore une fois, le sujet de l'ouverture du marché unique gazier lorsqu'il a été décidé au début des années 2000 n'avait pas cette perspective, donc on arrêtera le nucléaire. Par contre, il avait une perspective climatique qui a été très vite. On ira vers des marchés déclinants. Voilà pourquoi on n'a pas investi. Et donc, on écoute. Donc voilà. Alors maintenant, ce qui fait d'ailleurs que Total Energy, cette année, nous avons décidé de ramener des terminaux flottants de regasification. Un en France, on en avait 2 dans notre flotte. Un en France, un en Allemagne. Il y en avait un en Chine et l'autre qui était en mouvance pour l'Afrique. On a décidé de les ramener pour aider à l'approvisionnement du continent. Et j'ai dit flottant parce que, honnêtement, c'était compliqué pour nous de prendre une décision d'investir dans un terminal fixe à terre pour 25 ans. Parce que, encore une fois, on écoute la politique énergétique et climatique européenne. Donc flottant, ça veut dire qu'ils vont rester le temps qu'il faut, passer la crise. Et puis, si l'Europe, ça demande des individus et qu'on en a moins besoin, on pourra aller les amener ailleurs. Voilà. Donc voilà le type de pourquoi il en manque. Est-ce que le système est correctement dimensionné? Là, il est en stress. Donc vraiment, on court après. Encore une fois, je pense que ça vous a été expliqué par sans doute mes collègues d'Engie, pour l'hiver 2022, il n'y a pas de souci, les stocks sont pleins. On n'a pas de souci pour approvisionner en gaz le pays et l'Europe. Je pense qu'on est correct au niveau européen. Pour l'hiver 2023, ça peut être plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'il faut se rappeler qu'en 2022, pendant les 6 premiers mois de l'année, il y avait encore du gaz russe qui venait en Europe, qui nous a aidés à remplir les stocks.
il n'y en a plus, ou il n'y en aura plus. Enfin, il en reste encore un peu qui traverse l'Ukraine. On ne sait pas si ça va durer longtemps. Ça dépend pas de. Et donc, ça veut dire qu'on va devoir repartir à la fin de l'hiver en février à reconstruire les stocks, mais avec que du gaz naturel liquéfié. Et là, on n'aura pas bâti tout notre système de capacité de regasification à l'échelle européenne. Donc, ça peut être plus tendu sur l'hiver 2023. Alors après, il y a deux phénomènes qui vont se faire à la fin que, de toute manière, l'offre est égale à la demande s'adapte à l'offre. C'est la température, la météo. J'espère qu'il ne fera pas trop mauvais. Et deux, c'est que le fait qu'aujourd'hui, comme les prix sont élevés, il y a moins de demandes parce que les gens font des économies. Donc vous avez moins de demandes. Donc tous ces calculs sont en permanence faits. Mais donc voilà. Donc sur le système gazier, il est encore en stress au niveau européen pour moi jusqu'à fin de l'année 2024. Parce que c'est à ce moment-là vraiment que tous les terminaux auront été soit installés s'ils sont flottants, soit construits s'ils sont à terre, notamment en Allemagne. Voilà en gros. Donc on a quand même encore une période qui va pas être très simple à l'échelle européenne. Je ne parle pas des prix, je ne parle là que des volumes. Hein. Je ne suis qu'en d'apporter le gaz dont les clients ont besoin. Merci. J'en viens aux questions sur vos choix d'investissement et stratégie d'entreprise. Sauf erreur, comme vous l'avez déjà expliqué à l'Assemblée nationale, vous avez un choix d'investissement qui se décline avec 50% d'investissement dans le maintien des capacités fossiles et les 50% restants ventilés en moitié investissement pour de nouveaux projets fossiles et moitié électricité et gaz. Première partie de la question sur le pétrole et le gaz. Sauf erreur aussi, vous avez déclaré que il est nécessaire pour maintenir la production de pétrole, de continuer à investir. Et que le jour où on souhaitera, pour arriver à l'objectif de net zéro, il suffira, si je reprends vos termes, de cesser d'investir et que la production, l'ordre de grandeur que vous avez donné, je crois, était de l'ordre de 4%, et que c'est ça qui permettra en quelques années ensuite, c'est assez rapide, d'arriver aux objectifs qui sont fixés par les pouvoirs publics. Est-ce que vous pouvez sur ce point-là nous préciser pourquoi, d'un point de vue technique et physique, et comment on s'y prépare à court et à moyen terme? Et je pose en même temps la deuxième question qui est sur le gaz. Vous avez, je crois, évoqué le terme d'énergie de transition pour parler du gaz. Et je voulais vous interroger sur ce terme, puisque même si les émissions du GNL sont moindres à différents titres, ça reste une énergie fossile importante. Et je voulais vous interroger sur le pas de temps d'investissement. C'est-à-dire que si aujourd'hui on investit dans des énergies de ce type, est-ce que ce n'est pas un choix dans l'allocation des moyens qui est forcément défavorable à des énergies renouvelables qui, elles, seront nos énergies à l'échéance 20, 30, 40, 50 ans? Alors, le premier, c'est un phénomène physique. Au fur et à mesure qu'on produit un puits de pétrole, il perd de la pression, et moins il y a de pression dans le puits, moins il produit. Voilà, donc les courbes de production d'un puits de pétrole sont déclinantes. C'est pas une installation comme une usine qui fabrique des médicaments à capacité constante. On perd naturellement, alors ça dépend des champs, mais en moyenne 4% par an, 4 à 5%. À l'échelle mondiale, c'est 4 à 5% par an. Ce qui va vite, ce qui veut dire qu'on a un phénomène de shadow, qu'on est en permanence en train de lutter contre ce déclin naturel. Alors on peut, sur un champ pétrolier, forer des nouveaux puits pour remplacer les puits qui produisent moins, mais à l'échelle mondiale, ça ne suffit pas, il faut mettre en production des nouveaux champs. Voilà. Donc, à l'échelle de Total Energy, c'est exactement ce qui se passe. On est dans cette situation-là, et donc et donc c'est pour ça que je disais simplement, si on décide à un moment 4%, 4 à 5% par an, ça va vite. Hein. Au bout de 10 ans, j'en ai 40% de moins, hein, 40 à 50%. Donc, au moment où on voudra atteindre, je vous rappelle que dans les scénarios dits net zéro, scénario de référence de l'Agence internationale de l'énergie, son point d'arrivée en 2050. Il est en gros à produire 25 millions de barils par jour de pétrole, contre 100 au niveau mondial. Donc il faut diviser par 4. On n'a pas besoin de commencer aujourd'hui. Parce que si on commence aujourd'hui, il va se passer ce qui est en train de se faire. C'est-à-dire, on a un peu commencé aujourd'hui à l'échelle mondiale, hein, puisqu'en fait c'est pour ça d'ailleurs que les prix montent, puisqu'on a quand même réduit fortement les investissements dans le domaine pétrolier au niveau mondial. On les a quasiment divisés par 2 en l'espace de 7 à 8 ans. Eh bien, on n'assure pas totalement le renouvellement de la production à l'échelle mondiale, et le résultat, c'est que c'est les prix qui s'ajustent. Parce que dans cette affaire, si les gens continuent, et ils le font, il y a une population mondiale qui monte, 8 milliards d'habitants maintenant. On continue à rouler avec des véhicules thermiques. Il y a toute une partie de la population mondiale qui a un accès à envie de mobilité et qui consomme plus. Donc vous avez une demande qui monte et une offre qui ne se tient pas tout à fait au niveau adéquat.
C'est le prix qui s'ajuste et les clients sont en colère. Bon, après, ça sera cyclique. Mais donc, c'est ça, là, le premier point, c'est il y a un phénomène naturel de déclin contre lequel... et nous, Total Energy, sur le pétrole, on n'a plus d'autre ambition, on n'a pas d'ambition de croître, ce qui pour une entreprise qui est pétrolière est une drôle de... Même nos actionnaires, parfois, nous demandent si... on a dit simplement qu'on va chercher à maintenir, ce qui n'est pas si facile que ça, de maintenir une production. Ça suppose, effectivement, d'investir chaque année. Alors, le gaz, le GNL, pourquoi le gaz est une énergie de transition? Mais parce que c'est un moyen simple de se substituer au charbon. Une centrale électrique à gaz émet 2 fois moins de CO2 que l'équivalent d'une centrale au charbon. Et nous vendons d'ailleurs, notre marché du gaz naturel liquéfié, il n'est pas naturellement l'Europe, il est beaucoup plus naturellement la Chine, le Vietnam, les pays d'Asie, l'Inde, etc. Et en fait, on substitue, ils achètent notre gaz pour le substituer en partie au charbon, ou pour faire en sorte que leur demande additionnelle d'électricité, parce que leur population croît, soit remplie par du gaz plutôt que du charbon qui est en général moins cher. C'est pour ça qu'il y a une compétition. C'est pour ça qu'on dit que c'est une énergie de transition. Alors il y a une condition pour qu'elle le soit vraiment, c'est la maîtrise des émissions de méthane sur toute cette chaîne, puisque le méthane a un pouvoir de réchauffement de l'atmosphère qui est supérieur. Donc ça, c'est la condition sine qua non, d'où les objectifs extrêmement stricts qu'on a de maîtrise de toutes les émissions de méthane pour ce qui nous concerne. Voilà. Et l'horizon... Et je pense que l'horizon... Et pourquoi je l'ai dit tout à l'heure? Parce que la transition climatique suppose que... La transition énergétique suppose qu'on électrifie de plus en plus les usages. Donc on va bien sûr introduire de plus en plus d'énergie renouvelable, mais intermittente. Et le nucléaire, en France, qui est une base d'électricité, mais n'est pas flexible. Vous ne pouvez pas piloter une centrale nucléaire vers le haut ou vers le bas aussi facilement, alors qu'une centrale à gaz, ça se pilote. Alors, soit vous allez construire des batteries en complément des énergies renouvelables, soit vous aurez besoin de centrales à gaz. L'expérience de la Californie est intéressante à suivre. La Californie est en avance sur les autres pays. Je considère que c'est un État. Eh bien, qu'est-ce qu'ils viennent de décider là récemment? Il y a quand même eu 2 annonces simultanées qui nous conduire à réfléchir, et ils ont éliminé volontairement les centrales à gaz de leur mix. Ils ont fait beaucoup d'énergie renouvelable. Ils viennent d'annoncer aux constructeurs, aux utilisateurs de véhicules électriques qu'il fallait quelques jours ne pas laisser leurs véhicules à la maison, parce que le réseau n'était pas capable d'assurer la recharge des véhicules, ce qui est quand même, si on va dire ça à nos concitoyens, c'est pas très facile. Et deuxièmement, ils ont décidé de reconstruire des centrales à gaz. Parce que c'est ça qui va assurer la flexibilité. Alors c'est d'ailleurs pas des choix d'investissement faciles pour nous, parce qu'on sait que ce ne sont que des compléments. Normalement, alors là on est en crise en ce moment, donc notre centrale de Landivisiau, elle tourne. Mais normalement, comme c'est flexible, le taux d'utilisation du centrale à gaz, c'est plutôt du 30% que 100%. Donc c'est un outil, un investissement qui n'est pas très évident parce qu'on ne sait pas quel va être exactement l'usage qui va en être fait. Mais notre conviction, c'est que plus on mettra d'intermittence dans un système, plus il faudra être capable de gérer cette intermittence et que des moyens de génération flexibles seront utiles. Voilà. Donc encore une fois, tout ça renvoie au rythme de la transition, mais lorsque Total Energy nous investissons, il y a le rythme européen qui est en avance de phase, et puis il y a le rythme de l'ensemble de la planète. Et encore une fois, notre gaz naturel liquéfié, lorsqu'on investit dans ces produits-là, nos marchés premiers, ce sont plutôt les pays émergents qui cherchent de l'énergie parce que leur population croît ou pour se substituer au charbon. Et de ce point de vue-là, lorsque Total Energy vient d'investir 5 milliards pour approvisionner l'Inde, et que nos 5 milliards, c'est à la fois des terminaux de regasification et d'ailleurs des énergies renouvelables, offrir à l'Inde, comme on le fait, un mix gaz renouvelable, c'est mieux que de les laisser n'utiliser que le charbon, qui est leur seule ressource naturelle. Donc de ce point de vue-là, on considère qu'on a une contribution positive à la question du changement climatique. À l'échelle européenne, la question est plus complexe, pour être honnête, et c'est tout le débat qu'on a aujourd'hui, parce que la bonne réponse, ce que j'ai débat avec le gouvernement, la bonne réponse aujourd'hui au prix du gaz, c'est de passer par des contrats à long terme. Dès qu'on dit contrat à long terme, on voit une contradiction avec la trajectoire climatique. Il faut avoir en tête que nous vendons en 2022 sur la base de contrats à long terme. On a à la fois un portefeuille de contrats à long terme, c'est des contrats qui durent 15, 20, 25 ans, et puis on a des marchés spot. Et les acheteurs japonais ou les acheteurs chinois, quand je regardais quel est le prix moyen de vente du gaz naturel liquéfié au Japon en 2022,
qui est un mix de contrats long terme et de marché spot, ça a été 60 € du mégawatt. L'Europe, ça a été 130. Donc pourquoi? Parce que quand le contrat est long terme, il y a de la durée, et s'il y a de la durée, ben, on a des contreparties sur les prix. On ne dépend pas d'un marché spot qui lui, prend les à-coups immédiats de l'offre et de la demande. Donc la réponse, en partie, et c'est un sujet d'ailleurs de débat, à la question à la fois de comment on fait pour maîtriser le prix du gaz en Europe, à mon avis, doit passer aussi par des contrats long terme. Alors la question, c'est combien il en faut par rapport à nos ambitions climatiques. Et ça, je dirais là-dessus, c'est les États qui peuvent répondre à la question. Merci. Une dernière question de mon côté. Donc, on parlait des investissements côté pétrole et gaz. Sur la partie énergie renouvelable, et d'ailleurs nucléaire, parce que vous avez pris une part dans la société de projet qui porte le projet de Penly. D'abord, sur les énergies renouvelables, sauf erreur, vous avez déclaré que la difficulté première, c'était la capacité à faire émerger des projets. Est-ce que vous pouvez revenir sur les dernières années, enfin les 2 dernières décennies, et la difficulté que vous évoquez, en tout cas que vous mentionnez, à investir et à faire aboutir des projets d'énergie renouvelable? Et puis sur le nucléaire, peut-être savoir ce qui vous a incité à investir dans ce projet, la place que vous comptez donner à cette énergie et le rôle que vous lui voyez au sein de ce mix énergétique et de votre portefeuille. Malheureusement, on ne va pas investir dans la centrale de Penly. On avait, je reviens un peu d'histoire, dans les années 2007-2008, mon prédécesseur s'était posé la question des énergies décarbonées. Il avait décidé de regarder la question du nucléaire. Pourquoi? Parce que nous avions le sentiment que nous n'y connaissions rien, soyons clairs, ça c'est clair, il y a des gens d'entreprises françaises qui connaissent beaucoup mieux que nous le sujet, mais qu'il y avait 2 notions qui nous avaient poussé à regarder ça. D'abord, on a des capacités de gestion de projet. On gère Total Énergie. Un des savoir-faire de notre entreprise, c'est de gérer des projets de plusieurs milliards, des projets géants de construction de plateformes pétrolières, d'usines de gaz naturel liquéfié dans les conditions. Et donc, cette capacité de gestion projet nous paraissait être un atout pour une industrie nucléaire qui, en fait, n'avait pas conduit de projet depuis des années. Et donc, on pouvait apporter quelque chose parce qu'on a des personnes, on gère de la complexité de projets en parallèle. On ne sait pas construire des centrales nucléaires, mais nous, c'est vraiment notre savoir-faire. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qu'on vend, ce que je vends, moi, par exemple, récemment, on a pris au Qatar des positions majeures, puisque c'est nous qui avons la plus grosse part des nouveaux projets au Qatar de gaz naturel liquéfié. Ce qu'on leur a vendu, c'est la capacité de nos ingénieurs à piloter le projet. C'est ça qui les intéresse, cette capacité d'ensemblier. Et donc, on s'était dit, on a cet atout. Bon, par ailleurs, il se trouve qu'à ce moment-là, dans les 6 années 2005-2006, je rappelle le Pétrole Monde, un certain nombre de pays du Moyen-Orient, où nous sommes très présents, comme Abu Dhabi, avaient décidé de regarder le nucléaire. Donc, Christophe Desmargeries, c'est-à-dire, on peut peut-être apporter aussi dans des pays qui sont très importants pour nous, d'un point de vue pétrole, hydrocarbures, un investissement dans ces énergies écologiques, pourquoi pas le nucléaire. Bon, l'histoire a été compliquée, je ne vais pas revenir là-dessus. On s'est associé à des collègues, puis sans doute pas à EDF. Enfin, il y a eu de la bataille française. Finalement, aucune entreprise française n'a eu le marché d'Abu Dhabi. Et puis, en France, il y avait le contrepartie. Donc, effectivement, il y avait une décision. Au moment où il y avait deux projets d'EPR, il y avait Flamanville puis Penly, d'avoir 8,33% du projet de Penly. Bon, là-dessus, cette société a été dissoute, puisqu'après, il y a eu Fukushima. Et là, honnêtement, je n'étais pas, moi, personnellement, un grand fan, pour d'autres raisons, d'investissement dans le nucléaire, parce qu'il y a toute la question comment on appelle ça en français, les obligations résiduelles à long terme, qui mettent ça dans le bilan d'une entreprise privée. C'est très compliqué. Nos collègues d'Engie pourront vous y répondre. Et donc, après Fukushima, on a décidé d'arrêter notre expérience. Surtout qu'on n'avait pas eu beaucoup de succès, pour être honnête, dans l'idée première qui était aller vers nos pays pétroliers, accompagner certains pays pétroliers dans cette. Il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs qui finalement sont allés vers le nucléaire. Donc Fukushima, je pense que cet événement, ne le négligez pas dans votre mission. Franchement, fait une pause dans beaucoup de pays parce que c'était quand même un événement majeur dans un pays occidental. Tchernobyl, c'était en Union soviétique. Donc, on avait mis tout ça sur le compte quelque part d'un problème, je dirais, de moindre contrôle, moindre notion de sûreté nucléaire dans un pays soviétique. Fukushima, c'était au Japon, qui est quand même considéré comme un des pays à l'avant-garde de la technologie et a beaucoup posé de questions à tout le monde. Et nous,
on s'est dit, bon, bah, ce risque, il existe et c'est pas possible de mettre ça dans notre bilan. Donc, on n'est pas du tout, même si c'est une énergie décarbonée, je comprends le choix de la France. Hein, je ne comprends, c'est pas pour moi compatible. Je pense que d'ailleurs, la gestion de ces risques relève largement des États. Bon, voilà en gros pour le nucléaire. Alors, côté énergie renouvelable, qu'est-ce que j'ai voulu dire? J'ai voulu dire que je fais qu'observer, en fait, la capacité qu'on a. C'est vrai pour la France, c'est pas vrai pour la France. C'est vrai dans beaucoup de pays européens. On est en train de se heurter aux mêmes difficultés en Espagne, par exemple, en Italie. En fait, on a simplement le fait qu'il y a une question de... Les énergies renouvelables, c'est de l'occupation de l'espace. Il faut du sol, il faut des territoires. Et dans nos pays européens, dans notre civilisation européenne, il y a un conflit d'usage. Il y a des conflits d'usage. À quoi sert l'espace? On peut dire que c'est pas beaucoup d'espace. Mais il n'empêche que vous avez des usages agricoles de cet espace, vous avez des usages urbains. On est dans une civilisation beaucoup plus... Par rapport, je veux dire, quand on est au Texas, au Wyoming, vous avez des immensités, il n'y a personne qui vous pose de questions. Il n'y a personne. On peut aligner vos éoliennes, et comme il n'y a personne très loin, on n'est pas en train de... Et donc, il y a clairement aujourd'hui des conflits d'usage et, je voyais, des procédures d'autorisation qui sont longues. Enfin, alors, vous êtes en train de voter, je crois, un texte au Parlement pour essayer de les améliorer. J'espère que ça sera le cas, mais c'est objectivement un sujet sur le terrain. Moi, j'ai passé cette année, je suis allé une semaine voir l'agence qu'on a à Toulouse pour comprendre qu'est-ce qui se passe concrètement. J'avais pas mal d'ingénieurs, j'ai conclu vous devriez recruter des sous-préfets, quoi. Parce qu'en fait, notre problème, c'est pas de construire l'objet technique, c'est après le marathon administratif. Il y a en gros 14 autorisations pour faire implanter une usine solaire en France. Et on me dit on simplifie, mais il y en a toujours 14. Et je veux dire, c'est un vrai sujet. Et je trouve qu'il y a, je me permets, je ne vais pas rentrer dans le débat qui anime vos avis, mais une question de l'urgence climatique par rapport à tout cela. Qu'est-ce qu'on est? Alors après, je sais bien qu'on va me dire qu'il faut prendre en compte tous les intérêts de toutes les parties prenantes. Mais quand au bout de 3 ans, vous avez une voix qui se lève et qui vous dit « Ah, mais on a oublié de vérifier qu'il n'y a pas un site archéologique caché sur le terrain et on repart pour 1 an d'études », eh ben, tout ça, ça prend du temps. Donc, juste une statistique, je faisais un ratio nombre de personnes que nous avons dans notre filiale renouvelable en France par rapport aux mégawatts que nous installons. Il est 2 fois plus élevé en France et en Europe, 2 fois plus élevé que dans les autres pays. Parce qu'il faut qu'on gère tout cela. Bon, après, bon, vous avez le débat en France sur l'éolien, qui est un débat légitime. Enfin, je veux pas. Je pense que moi, je pense que d'ailleurs puisque je me suis convaincu que c'est très difficile pour des acteurs privés de vouloir planifier l'espace. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on nous demande de faire. Et on a affaire à toutes les parties prenantes. Je pense que si vraiment on veut accélérer ces questions de construction d'énergie renouvelable, solaire, éolienne, il faut qu'on trouve un moyen d'articuler correctement la planification de l'espace qui peut relever de collectivités territoriales, régions. C'est d'ailleurs la voie que prennent les Allemands. Ils ont inscrit dans une loi que chaque région devait avoir 2%, je crois, de son territoire alloué. Et puis il y a une autre notion sans doute, par exemple sur les éoliennes, est-ce qu'il ne faut pas les concentrer ? Est-ce qu'il ne faut pas, comme on a fait historiquement dans des grandes zones industrielles, on a concentré les risques industriels sur Fos, Dunkerque, la Loire-Atlantique, Le Havre, est-ce qu'il ne faut pas concentrer ces objets ? Parce que c'est vrai qu'en avoir 10 qui imitent le paysage, au bout d'un moment, ça fait 10 points de fixation. Et peut-être qu'on ferait mieux d'avoir des grands parcs. Au passage, c'est ce qu'en Californie, quand vous allez traverser l'immense ouest américain, vous avez des gigantesques parcs. Alors, il n'y a personne, mais on peut se poser qu'il ne faut pas concentrer, entre guillemets, les nuisances. On va dire ceux qui seront, plutôt que d'essayer de les disperser. Enfin, ça, c'est plutôt sur la question éolienne. Mais il faut qu'on accélère. Hein. On n'est pas du tout... Enfin, en gros, on installe la moitié par an, en ce moment en France, de ce qu'il faudrait qu'on fasse pour être sur la trajectoire. Donc il faut qu'on trouve un moyen d'accélérer. C'est pas un problème de moyens financiers. Je suis prêt à... mon plan, j'ai demandé simplement pour préparer cette réunion, je dis, dites-nous donc combien on avait prévu d'installer en 2022, il y a 4 ans qu'on a commencé, versus ce qu'on a vraiment fait. Eh ben, j'en suis à peu près à la moitié de ce que je voulais faire. Et c'est pas encore une fois un problème de moyens financiers. On a recruté des équipes, c'est vraiment un problème d'accès au foncier. Bon, dernier point sur la France, sachez que comme le foncier français pour faire des énergies solaires coûte cher. Coûte beaucoup plus cher que dans beaucoup de pays, parce qu'il y a, et d'ailleurs c'est un vrai sujet,
il y a des réglementations qui font qu'un certain nombre de fonciers est interdit pour aller le faire. Du coup, ceux qui ont du foncier qui est permis en profitent pour faire monter les prix. Et c'est un obstacle économique, là, de nature économique, à accélérer le déploiement d'énergie renouvelable. Voilà. Très bien, merci beaucoup. On va passer aux questions des groupes politiques. Je vais en prendre 3 à la suite, si chacun peut être concis dans les questions, et si ensuite, Monsieur le Président Directeur Général, vous pouvez faire des réponses un peu plus concises pour que tout le monde ait le temps de poser des questions. Alors pour le groupe Renaissance, Mme Pouziref. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Pouyanné, oui, j'ai retenu de votre introduction, effectivement, la souveraineté énergétique, c'est la capacité d'approvisionner le pays. Et en fait, cela repose essentiellement sur la diversification des sources, si j'ai bien compris votre propos. Alors, on est loin de l'autosuffisance, nous sommes d'accord. Néanmoins, permettez-moi de faire un peu de prospective en ce qui concerne le biogaz. Avoir votre appréciation, est-ce que ça va rester marginal? Est-ce que vous voyez dans les diverses utilisations du biogaz, que ce soit comme sous forme de gaz, sous forme de biocarburant, une possibilité de réduire un peu notre dépendance, et savoir si vous investissez par ailleurs dans l'hydrogène, si vous voyez l'hydrogène comme une possibilité de stockage d'énergie, sachant que le rendement est très... si on passe d'une ENR qui produit l'électricité, pour le stocker dans de l'hydrogène, pour le remettre sous forme d'électricité, la somme des rendements va faire, ou la multiplication des rendements va faire que l'opération sera peut-être coûteuse. Mais en tout cas, est-ce que si vous trouvez que c'est un moyen, qu'il faut développer l'hydrogène, moi ma question en fait c'est pour pouvoir guider nos réflexions sur les capacités du futur. Ça veut dire que si on veut faire de l'hydrogène, fabriquer de l'hydrogène avec des ENR et du nucléaire, il faudrait avoir des capacités en surplus, en fait. Merci. Alors pour le Rassemblement national, Monsieur Tanguy. Oui, bonjour, Monsieur le Président Directeur Général. Écoutez, plusieurs questions rapides. Première question, par rapport à la vision d'ensemble que vous avez, est-ce que vous pourriez comparer la stratégie qu'a prise les États-Unis à partir des années 2000, après 2001, sur le rétablissement de leur politique de souveraineté énergétique, les grands choix qui ont été faits, et la comparer à celle qu'a fait l'Union européenne, notamment, évidemment, le refus de l'Union européenne de développer ses ressources propres, quelles qu'elles soient, même si elles sont dans des quantités différentes de celles des États-Unis. Et question liée, que pensez-vous de la possibilité pour la France d'utiliser ses ressources en hydrocarbures propres, que ce soit celles domestiques ou celles domestiques sur l'Hexagone ou celles d'outre-mer, ou d'outre-mer étendues. Question aussi qui est liée dans les ressources propres, les biocarburants et la recherche. Quelles sont les convictions de Total dans la possibilité de nouvelles générations de biocarburants? Est-ce que c'est une lubie ou est-ce que vous estimez qu'il y a une vraie chance de faire des progrès de rendement, notamment dans l'utilisation des véritables déchets? Question liée aussi aux technologies dans lesquelles croit Total, sur le stockage du CO2. Est-ce que vous estimez que c'est une vraie chance pour la transition énergétique ou est-ce que c'est des développements limités? Moi, le Rassemblement national estime que pour le moment, ça a l'air quand même un peu limité, mais si ce n'est pas le cas, c'est une bonne nouvelle pour la France et le reste de l'humanité. Lié un peu à ce stockage du carburant et dans la question de notre collègue sur l'hydrogène, vous qui êtes spécialiste notamment évidemment du transport de l'énergie, les limites technologiques de la capacité à transporter l'hydrogène. L'Allemagne a annoncé des grands projets avec notamment le Canada de transport d'hydrogène dans le monde. Moi, ça me paraît, compte tenu des contraintes physiques et chimiques de l'hydrogène, ça me paraît complètement surréaliste. Donc, je voulais avoir votre analyse là-dessus, y compris si on passe aux ammoniacs. Et deux dernières questions. L'évolution globale du marché du pétrole. Nous avons une audition de Monsieur Jean Covici qui a une analyse que moi j'ai toujours trouvé intéressante sur l'évolution de la nature des stocks de pétrole et de l'évolution et de ces liens avec les crises économiques.
Lors de la mission Flash, on avait aussi l'honneur de vous recevoir. Les experts que nous avions reçus dans la commission finances avaient plutôt contredit M. Jancovici, expliquant qu'il n'y avait pas de grande différence sur les prix et sur le marché pétrolier de la nature des réserves, si c'était conventionnel ou non conventionnel. Quelle est, votre analyse sur ça? Est-ce que c'est un lien pour vous avec la crise économique, à savoir, et c'est lié à la souveraineté énergétique, est-ce qu'il y a un lien entre la quantité d'énergie à disposition des économies occidentales et notre capacité à créer des richesses? C'est en lien avec ce que vous avez dit sur la sobriété. Est-ce que vous croyez vraiment qu'on peut faire une croissance verte, une croissance sobre? Est-ce que c'est vraiment possible ou est-ce que ça a des limites? Et enfin, ma dernière question, sur l'investissement dans le raffinage. On a connu avec le nucléaire, et vous l'avez dit pour le gaz, quand les pouvoirs publics font des annonces sur la disparition ou l'affaiblissement d'une technologie comme les moteurs thermiques, évidemment, les grands fournisseurs font des investissements en conséquence. On a déjà une dépendance, notamment sur le gazole. Le gazole ayant été après démocratisé par les pouvoirs publics, étant maintenant l'ennemi public numéro 1. Les Français sont très dépendants d'un moteur diesel. Est-ce qu'il n'y a pas un risque avec ces annonces que, mécaniquement, notre capacité à avoir du diesel diminue plus vite que la diminution du parc thermique, mettant les Français qui utilisent du diesel dans des difficultés très importantes? On voit déjà que maintenant, le diesel, qui était moins cher, est structurellement plus cher que l'essence. Merci. Merci. Et puis, pour finir cette première série de questions, la France Insoumise. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Directeur Général, en vous écoutant, la première question qui vient à l'esprit, c'est qu'on a le sentiment que la France est bien traitée par Total parce que c'est un bon client. Et du coup, ça nous interroge. Le jour où nous serons un moins bon client, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que la France soit moins bien traitée par Total du simple fait de ses intérêts d'entreprise privée? Et ne pensez-vous pas du coup qu'en matière d'approvisionnement en hydrocarbures, compte tenu du poids de cette société, il ne faudrait pas qu'il y ait davantage de maîtrise publique sur le capital de cette société et éventuellement jusqu'à une nationalisation? Deuxième question, votre groupe fait d'énormes profits, sans doute 20 milliards cette année. Vous-même disposez d'une rémunération très confortable. Est-ce que ces sommes ne seraient pas mieux utilisées, investies dans la transition énergétique, qu'en rémunérant vos actionnaires? Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la part de ces profits, la part des investissements dans les énergies renouvelables par rapport à ces profits, combien ça représente, et singulièrement les investissements dans les renouvelables en France? Troisième question sur le gaz. Vous avez évoqué l'approvisionnement en quantité. Est-ce que vous pensez que le prix du gaz va durablement rester au niveau auquel il est, voire est-ce qu'il va continuer à augmenter? Et enfin, dernière question. Il y a aujourd'hui des stocks stratégiques. Il n'y a pas d'obligation de raffinage en France. Et d'ailleurs, Total a fermé beaucoup de raffineries en France et importe aujourd'hui des produits raffinés ailleurs. Est-ce qu'il ne faudrait pas une obligation de raffinage en France, notamment pour les autres produits que l'essence? Et est-ce qu'il ne faudrait pas aussi une obligation plus forte en matière de flotte stratégique pour garantir l'approvisionnement qui vient du reste du monde? Merci. Monsieur Pouyanné, je vous laisse répondre. Le biogaz a un potentiel important. On a le deuxième potentiel en Europe. On parle après les rapports de 130 TWh. Aujourd'hui, on en produit 5. Donc, c'est une énergie totalement locale, pour le coup, qui coûte cher à produire, c'est clair, mais qui, en plus, peut rejoindre la question des revenus des agriculteurs versus ce biogaz. Donc, je pense que nous, on s'investit, on est prêt à investir. On s'est fixé de multiplier par 10 notre capacité de production en France d'ici 10 ans pour atteindre 5 TWh. Donc, moi, je ne peux que vous encourager à regarder comment on peut favoriser le développement du biogaz, du biométhane sur notre territoire. Enfin, ça, alors pour le coup, c'est de l'énergie locale, non délocalisable, décarbonée. C'est pas des grosses. La limite qu'on a en France par rapport à d'autres pays, c'est la taille des exploitations. Enfin, on tombe sur un sujet qui est différent. Et donc, la question de l'agrégation et puis des réglementations, parce qu'il faut gérer dans le biogaz. Je vous rappelle que on n'extrait que 10% des déchets et qu'il faut gérer l'ensemble des résidus qu'il faut remettre en engrais sur les terres. Donc c'est pas simple comme cycle, mais il y a un potentiel important. Voilà. Donc et nous considérons qu'il y a une vraie demande pour ce gaz décarboné de la part de clients aujourd'hui qui utilisent du gaz et qui cherchent à améliorer leur mix. Donc on peut trouver des clients qui sont prêts à payer relativement cher. Donc
les soutiens que vous prendrez à cette Assemblée me paraissent bienvenus. Voilà ce que je peux vous dire. Et peuvent contribuer en gros, le gaz russe en France est à peu près 70 TWh, 17% de la consommation française de gaz. C'est pas tellement impossible de se dire qu'on pourrait au moins remplacer ça. Enfin, il y a des objectifs qu'on peut être ambitieux là-dessus. Bon, c'est un coût pour collectif. Ensuite, deuxième question que vous m'avez posée, hydrogène. Bon, parce que vous avez raison, hein, on ne peut pas parler d'hydrogène si on ne parle pas de surplus d'électricité. Hein. Donc, c'est pas nos 6 réacteurs ou 10 réacteurs qu'il faut faire si on a l'ambition de faire de l'hydrogène décarboné en France. Il faut en faire 15 ou 20, évidemment. C'est pas en réallouant. Aujourd'hui, d'ailleurs, on voit bien qu'on a notre parc, il faut le renouveler pour assurer la disponibilité de l'électricité aux Français, puisqu'on a des centrales âgées. Hein, ça, c'est l'âge de. Faut pas s'étonner. Enfin, quelque part, nous, on sait hein, qu'on a les usines âgées, elles ont moins de disponibilité, et donc il faut soit les moderniser, soit il faut en construire des nouvelles. Au bout d'un moment, c'est pas comme mes champs de pétrole, mais il y a rien n'est éternel. Hein, même surtout les études industrielles qui sont soumis qui sont bien sûr surveillés, et qui sont maintenus, mais à un moment, il faut être capable d'ajouter des capacités. Donc, si la France a une ambition d'être un exportateur d'hydrogène un jour, oui, il faut construire beaucoup plus d'électricité. Et que tout ce qu'on a dans nos trajectoires. Ça, c'est là-dessus, c'est évident. Mais c'est vrai à l'échelle mondiale, c'est la limite de l'hydrogène vert, hein, c'est on doit déjà électrifier, parce que je vous ai dit qu'il fallait passer en gros de 20-25% à 40% si on veut décarboner, pour aller à l'hydrogène, je crois qu'il faut ajouter 50% de plus de capacité d'après les calculs qu'on a fait à Horizon 2050. C'est énorme. Si on veut faire de l'hydrogène vert. Donc c'est un vrai sujet, et il ne faut pas se tromper sur les trajectoires que l'on prend. Donc, ça renvoie après à des politiques locales. Voilà ce que je peux vous dire. États-Unis, les États-Unis, il y a une énorme différence. Hein. Ils ont des ressources naturelles. Ils sont tout. Je suis désolé. Ils ont des énormes réserves de charbon, ils ont des énormes réserves de gaz, ils ont des énormes réserves de pétrole. Et notre continent européen n'a pas ces réserves, ni de charbon, ni de pétrole, ni de gaz. Donc c'est un vrai sujet. Il y a une énorme différence entre les deux économies. Et ça, c'est la nature. Hein. C'est pas, et on va pas le changer. Hein. Et c'est pas parce que. Et honnêtement, si vous avez jamais entendu Total râler trop contre les lois qui interdisent les recherches d'hydrocarbures, c'est peut-être qu'il y a une raison. C'est qu'on pense qu'il n'y a pas beaucoup de potentiel résiduel. Je suis décidé. Sinon, vous aurez peut-être entendu râler un peu plus fort, quoi. Vous l'avez pas entendu. C'est pas simplement pour pas interférer dans le débat politique national. Donc, je pense que là, c'est pas la voie. À l'échelle européenne, je dirais, il y a une trajectoire. Le Danemark, d'ailleurs, à mon avis, a pris une bonne loi. Il a dit qu'on ne pourrait pas plus produire d'hydrocarbures en 2050 au Danemark. Et d'ici là, on peut produire ce qu'on peut. Moi, cette loi, nous sommes le principal producteur de gaz au Danemark. Eh bien, ça nous va. On s'organise maintenant pour que la trajectoire s'arrête en 2050. Et on peut piloter d'ici là, sachant que les réserves danoises de gaz d'ici 2050, je pense qu'il n'en restera pas beaucoup. Comme de façon générale, en mer du Nord, d'ailleurs, le seul pays qui a des réserves longues sur le continent européen, c'est la Norvège, en fait, hein, mais qui n'est pas dans l'Union européenne. Le seul pays qui a des réserves, je dirais, plus longues. Ensuite, donc on a quand même deux situations très très différentes hein, là-dessus. Ça, c'est un avantage pour les États-Unis qui, du coup, bénéficient d'une énergie pas chère. Biocarburant deuxième génération. Non, il y a deux choses assez différentes. Il y a traiter, essayer d'identifier à travers des gisements de déchets municipaux tout ce qui est lipides, graisses. Ça, c'est une voie qu'il faut qu'on poursuive. Et ça peut être une source pour faire des carburants aériens durables qu'on va s'engager. On est en train de signer des accords avec Veolia, après, quand nous, on n'est pas dans l'industrie des déchets, pour avoir accès à ces gisements-là. Là où, pour l'instant, on a beaucoup de mal, pour être honnête d'un point de vue recherche et développement, c'est la notion de deuxième génération de déchets ligneux. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait avec du bois, de la paille pour faire... Alors ça, pour l'instant, on n'arrive pas à trouver des effets d'échelle importants au-delà des laboratoires. Pourquoi ? Notamment, il y a quand même un sujet de logistique. Hein. Le rendement est extrêmement faible et il faut manipuler des masses énormes de déchets ligneux pour arriver à faire des biocarburants. Donc autant exploiter au maximum l'économie circulaire des déchets municipaux pour identifier là-dedans tout ce qui est où il y a du gras pour essayer de l'extraire et alimenter nos bioraffineries. Ça, oui, on va regarder. La partie déchets ligneux, pour être transparent, pour l'instant, c'est compliqué. On ne voit pas trop comment, on voit pas trop la voie économique pour atteindre quelque chose qui soit de taille significative, c'est-à-dire qui puisse répondre à la question. Stockage CO2. Écoutez, il nous faudra, si on veut net zéro, comme il y aura encore des hydrocarbures produits en 2050 pour certains additifs, ça veut dire qu'il faut des émissions négatives, il faut des puits de carbone. Les puits de carbone, ils sont de nature. Soit c'est la nature, c'est les forêts, c'est les puits naturels, il faut s'y engager. Soit ça va être des puits des stockages industriels comme le stockage de CO2. Alors après, est-ce que le potentiel est important ? Ça fait partie des panoplies des solutions. Les cimenteries, à la fin, il faudra
il faut une énergie fossile pour faire du ciment. Donc, il faut capter le CO2. Donc, il faut le mettre quelque part. Et ce que nous pensons, c'est que c'est compliqué le potentiel de stockage de CO2. Je pense que c'est très compliqué d'expliquer à terre et d'expliquer à des gens qu'on va stocker du CO2 sous leurs pieds. Enfin, ça me paraît. Il y a du stockage en Europe. Le grenier à CO2, en tout cas, ou la cave à CO2 devrait être la mer du Nord, puisqu'on va dépléter les stocks. Enfin, on a un potentiel offshore, on a des plateformes, on peut en réutiliser une partie. C'est ce que nous cherchons à faire, d'ailleurs, nous, pour faire de la transformation. En Norvège, on vient d'avoir un premier stockage, et aux Pays-Bas et au Danemark, on est en train de réfléchir à est-ce qu'on ne peut pas réutiliser une partie des plateformes qu'on va arrêter pour produire des hydrocarbures, pour les réutiliser pour aller stocker du CO2, alors soit dans des champs déplétés, soit sans sous-aquifères. Bon. Donc c'est une des options. Il en faudra. Il en faudra. Après, c'est pas la solution miracle au problème. Ce n'est qu'une partie de la solution, et je pense que c'est plus facile à faire offshore, en mer, qu'à terre. Transport hydrogène. L'hydrogène, ça se transporte très mal, vous l'avez bien compris, moins de 270 degrés, c'est très compliqué. Je pense que nous, quand on pense exportation ou importation d'hydrogène, on voit plutôt de l'ammoniac. Enfin, on voit la transformation de l'hydrogène sous forme d'un produit méthanol, ammoniac, qui se transporte très bien. On ne croit pas beaucoup au développement de méthanier à hydrogène. Enfin, parce que c'est moins de 270 degrés, déjà le gaz à effet de serre, c'est moins 140. Moins de 270, ça va donner une économie, des investissements gigantesques. Donc la question dans ces débats, ce qu'il faut toujours se poser, c'est quand les gens annoncent de l'hydrogène, qu'est-ce qu'ils annoncent vraiment? Est-ce qu'ils annoncent du transport d'hydrogène? Est-ce qu'ils annoncent de l'ammoniac? Ou est-ce qu'ils annoncent du méthanol? Voilà la vision qu'on en a. C'est honnêtement, aujourd'hui, sur ce sujet-là, il y a beaucoup, c'est devenu un peu la molécule miracle. C'est pas une économie simple, l'économie de l'hydrogène. Et donc, on n'est qu'au tout début, et il faut qu'on comprenne d'ailleurs quelle est la demande. Parce qu'il y a deux types de demandes pour l'hydrogène. Il y a une demande locale, comme on vient d'annoncer hier. On a annoncé hier avec Air Liquide qu'on allait décarboner tout l'hydrogène de la bioraffinerie de Grand Puy. On fait un investissement important, et on va savoir, donc c'est d'ailleurs très intéressant ce qu'on fait, puisqu'on utilise de la biomasse, des graisses animales pour faire nos carburants durables. On produit dans la raffinerie un biogaz, à base venant de la biomasse. Ce biogaz va alimenter une machine à faire de l'hydrogène. Donc, on y trouve une partie d'hydrogène sur base biogaz naturel. Et tout ça va nous permettre de le réinjecter, d'ailleurs, cet hydrogène, pour faire d'autres carburants aériens durables. Donc, on va grossir notre volume tout en ayant une chaîne circulaire. Donc, c'est une première, d'ailleurs, technologique, en partenariat avec Air Liquide, qu'on va installer à Grand Puy. Donc, on regarde tout cela de près. Et ça, c'est local. Et localement, il n'y a pas de transport. Donc, on voit les économies. Et il y a deux grands marchés. Il y a le marché de l'hydrogène pour décarboner localement une aciérie, pour décarboner une raffinerie, où là, on n'aura pas la question de la logistique et du transport. Et ça, on le voit assez bien. Il faut le produire pas très loin, en gros, pour être efficace. Puis après, il y a, est-ce que l'hydrogène va devenir un carburant pour les camions? Ça va supposer d'autres infrastructures. Mais ça, c'est pas dit encore. Est-ce que les camions vont être à hydrogène? Est-ce qu'ils vont être avec des batteries? Les technologies, c'est difficile de vous répondre aujourd'hui. Tout le monde regarde les filières diverses et variées. D'ailleurs, il faut laisser, je pense, l'innovation là-dessus fonctionner. Oui, le prix est fonction de... complètement, Jean Covici a raison, mais il a souvent raison. Je veux dire, je lis avec intérêt ce qu'il vous déclare. Je suis souvent d'accord avec lui. En l'occurrence, c'est vrai. Les ressources, les réserves dépendent complètement du signal prix. Comme d'ailleurs, je veux dire, on parle beaucoup de réserves de lithium ou de réserves. Il y a plein de réserves de lithium. Le problème, c'est qu'il valait rien. Donc, s'il vaut plus cher, on se met à explorer, on se met à le produire, on en développe. Les matières naturelles, les ressources naturelles, la Terre est finie, bien évidemment. Mais les ressources naturelles pétrolières, mais il y en a énormément sur la planète. Les ressources gazières, et simplement, on les laisse, on ne va pas les chercher en fonction du signal prix. Et d'ailleurs, l'histoire a démontré qu'il fallait être prudent. C'est là que je vais rejoindre des gens qui ont aussi raison. C'est qu'une entreprise comme la nôtre, parce qu'à un moment, on s'est mis à développer des fameux hydrocarbures chers au Canada, les sables bitumineux. Simplement, quand les cycles du pétrole sont bas, on perd tout l'argent qu'on veut. Donc aujourd'hui, nous, on n'investit que dans des hydrocarbures qu'on sait produire à moins de $20 du baril. Et ça élimine. Donc moi, j'ai une règle qui est d'ailleurs cohérente avec la politique climatique de l'entreprise. Nous ne développons pas de nouveaux gisements si les hydrocarbures sont chers, parce qu'on ne veut pas se retrouver avec des actifs qui seraient, comme on dit, échoués un jour. Donc on concentre nos investissements sur des hydrocarbures. Ce qui veut dire qu'on élimine une partie des réserves de notre potentiel de développement et de croissance.
Sobriété, non mais c'est majeur la sobriété. Je pense honnêtement, je pense que c'est la meilleure réponse à tout cela. Enfin, c'est le facteur commun de toutes les politiques. Et c'est pas simplement parce que l'énergie est chère. Je pense que d'ailleurs, en 1973, lorsqu'on a eu le choc pétrolier, ça a été le premier réflexe. Et je pense qu'il faut qu'on se remette. Et c'est le point commun entre, ça rejoint le pouvoir d'achat et les émissions. Donc il faut qu'on fasse des efforts. Alors, je ne crois pas beaucoup. J'ai du mal à croire aux 3% d'efficacité que dit l'AIE. Par contre, passer de 1 à 2%, c'est peut-être possible. Alors après, on peut faire des efforts exceptionnels, comme cherche à le faire l'État français, sur 2 ans, mais il faut surtout garder la trajectoire. Il y a des technologies, qui permettent de faire des économies d'énergie. Elles ont un coût, c'est vrai. Chez Total Énergie, je viens de décider d'allouer 1 milliard d'investissements supplémentaires sur les 2 prochaines années. Et le critère qu'on a pris, c'est $100 la tonne de carbone. Et bien, on a libéré pas mal de projets qui nous permettront d'économiser l'énergie demain. Je vais essayer d'aller vite. Parce qu'il y a encore une petite série de questions derrière. France Client. Nationalisation. Écoutez, la boîte, l'entreprise vaut 150 milliards. L'État français de décider. C'est pas une décision de Total Énergie, ça. C'est une décision. Gaz prix. Le gaz prix, le prix du gaz, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je pense que le système énergétique, sachant qu'en fait vous pouvez faire l'économie, je l'ai pas dit parce que tous les pays du monde considèrent que l'État français est déjà au capital. Donc je veux dire ça, donc on est perçu comme déjà. Donc je veux dire, y compris les pays européens. D'ailleurs, je rencontre régulièrement, rencontré encore récemment l'ambassadeur d'un pays européen qui, donc je ne sais pas nécessairement dépenser de l'argent dans le capital de Total Énergie. Le prix du gaz, je vous ai dit, le système européen sera stabilisé en termes de capacité de gasification, à mon avis, à fin 24. Il n'y a pas le problème qu'on a sur le gaz naturel liquéfié, c'est que on construit pas des usines nouvelles en claquant dans les doigts. Il faut 5 à 6 ans. Donc la capacité mondiale est 400 millions de tonnes. La prochaine étape, en gros, c'est 2026-2027. On va avoir des usines qui sont en train de se construire, qui avaient été lancées aux États-Unis puis au Qatar. D'ici là, il n'y a pas beaucoup de capacités nouvelles. Il faut quand même avoir en tête que l'Europe, c'est un vrai choc sur le marché du gaz naturel liquéfié. C'est pour ça que les prix sont montés haut. Cette année, on a dû ramener 40 millions de tonnes en plus de gaz naturel liquéfié en Europe. Donc 10% du marché mondial supplémentaire, déjà l'Europe en prenait à peu près 20%, on est passé de 20 à 30%, a dû venir en Europe. Pour le faire, il a fallu le prendre aux autres. Et si on doit remplacer tout le gaz russe, c'est 100 millions de tonnes qu'il faut ramener sur l'Europe. Donc on a des années qui sont un peu compliquées sur le prix du gaz, il ne faut pas le cacher. Alors après, ce qui se passe en Europe est problématique, c'est pour ça que je pense qu'au-delà de 24, le prix du gaz du marché européen est monté très très haut pour 2 raisons. Bon, il est allé beaucoup plus haut que le prix du gaz naturel liquéfié mondial. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, au moins de fin août, début septembre, il y a eu une espèce de panique dans le marché on va manquer de gaz. Et donc le marché est parti dans un espace non contrôlé qui est d'essayer d'évaluer combien un industriel est prêt à payer pour avoir absolument son gaz contre son concurrent, quoi. Donc on a vu, au-delà d'un moment, il est devenu complètement dans un espace non contrôlé. En plus, il n'y a quasiment plus de liquidité parce que c'est un marché qui devenait dangereux. On se retrouve avec des appels de marge énormes et donc il y a très peu d'acteurs dans ce marché. Une des mesures d'ailleurs, c'est qu'il faut trouver un moyen de remettre de la liquidité dans ce marché. Mais donc la question d'ailleurs du débat sur le plafond du prix européen, je pense que l'Europe essaye d'y répondre. Bien évidemment, on ne peut pas mettre de plafond plus bas que le marché du gaz naturel liquéfié mondial, sinon il ne viendra pas. Donc il faut qu'on le mette suffisamment haut. Maintenant, on doit pouvoir trouver un niveau qui va éviter, je dirais, cette espèce d'hystérésis qui est le rationnement des clients marginaux. Dernière question, obligation de raffinage, c'est ça ? Et j'ai pas compris l'obligation de la flotte. C'était la flotte navire. Non, mais vous avez tous les bateaux que vous voulez. Enfin, il y a 1500 pétroliers au niveau mondial. Il peut y avoir des obligations de pavillon. Il y en a d'ailleurs en France. Il y a une partie d'obligation de pavillon marginale. Il y a une obligation. Je veux dire qu'il y a une obligation d'ailleurs aux États-Unis. Le pavillon, il faut s'en méfier terriblement. Les Américains ont une obligation de pavillon pour le raffinage américain. Le résultat, c'est que la France exporte des essences aux États-Unis parce que c'est moins cher d'exporter du Havre à New York que d'utiliser les pavillons américains pour aller de la Gulf Coast américaine à New York. Donc c'est le genre de politique qui, à la fin, peut renchérir le coût de tous les produits pour l'ensemble des consommateurs. Donc ça me paraît pas une voie d'obligation. Enfin, en tout cas, ça me paraît pas la flotte mondiale est très importante. Et d'ailleurs, nous, on a d'ailleurs dans notre flotte, enfin, ils ne nous appartiennent pas,
mais on a une flotte permanente de dizaines de pétroliers sous contrat à moyen et long terme, en fait, pour assurer nos activités de négoce au niveau mondial. Bien, on va prendre la dernière série de questions avec les groupes qui restent. Les Républicains, Francis. Oui. Alors, je demande à chacun d'être succinct. Oui. Merci, Monsieur le Président Directeur Général, de tous vos éclaircissements et de nous consacrer du temps. Moi, je voudrais simplement revenir. On voit bien que votre groupe Total a passé Total Énergie pour diversifier les choses et rentrer au sein des énergies renouvelables. Comment vous pensez, donc vous l'avez dit, pour produire de l'hydrogène, et il semblerait quand même que l'hydrogène peut être donc une solution, et notamment au niveau des véhicules terrestres. Comment vous prévoyez donc d'être au niveau de votre entreprise, on va dire peut-être le producteur numéro 1 de l'hydrogène, comme vous l'êtes aujourd'hui au niveau des de tous les carburants. Merci. Alors, Modem, il n'y a personne. Marie-Noëlle Battistel. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Directeur Général, rapidement, 3 questions. Alors vous m'excuserez par avance si vous avez déjà répondu à une partie, puisque je suis arrivée un peu en retard. Nos objectifs de décarbonation à l'échelle nationale, mais aussi européenne et internationale, doivent être ambitieux, et je crois que c'est le chemin que nous tendons tous à y parvenir, et majoritairement sur les énergies fossiles, puisque notre mix énergétique électrique est déjà très décarboné. Alors pouvez-vous nous dire de manière précise la part de votre production ENR sur votre production globale, d'une part, ensuite la part de vos investissements en direction des ENR sur vos investissements globaux, et sur quel type d'ENR mobilisez-vous vos efforts? J'aurais une question évidemment sur l'ARENE, et ça n'étonnera personne. Son évolution est nécessaire, et de toute façon son extinction est proche, puisqu'en 2025 le dispositif doit être aboli ou retravaillé. Donc quel regard portez-vous sur l'ARENE, sur son utilité et surtout sur le fléchage de ses bénéficiaires? Avant 2010, vous allez me dire que cela favorise le maintien de prix raisonnables aux consommateurs, mais avant 2010 et la loi NOM, les particuliers, les entreprises, les électro-intensifs, les collectivités étaient couverts par les TRV ou les TRVE, qui s'avèrent être aujourd'hui beaucoup plus protecteurs. Pensez-vous que cela a pu affaiblir l'entreprise EDF, alors que l'ARENE servie était prévue antérieurement à peu près 25% de sa production, et qu'elle a été de plus de 30% cette année au regard de l'arrêt d'un certain nombre de centrales, et que cela a pu, me semble-t-il, entraver le développement et les investissements de cette entreprise, et réduire donc ses capacités à atteindre la souveraineté énergétique que nous recherchons et qui est l'objet de cette commission. Je vous remercie. Voilà, et puis pour finir, Madame Lernos. Oui, merci, Monsieur le Président, Directeur Général. J'avais plusieurs questions. Moi aussi, je trouve frappant dans vos propos, pas seulement ici, mais la question vraiment du profit privé qui prédomine sur l'intérêt général. Vous le dites, et j'avoue que j'apprécie cette franchise et sans embâge, qu'il est préférable pour l'entreprise elle-même d'avoir des sources diversifiées, et puis que ce n'est pas par philanthropie que vous allez installer des capacités gazières ou d'énergie renouvelable en Inde notamment, mais parce que effectivement c'est quelque chose d'extrêmement rentable. Il en va du même avec la question climatique, puisque là aussi vous avez dit que sur des réglementations qui ne vous gênaient pas, puisque il ne vous semblait pas avoir de gisement, notamment sur les hydrocarbures en Europe. C'est pour ça que vous n'aviez pas contesté cette réglementation-là. Et je trouve
c'est toujours intéressant d'avoir un patron d'une énorme multinationale responsable pour beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre qui le dit très tranquillement, oui, nous sommes là pour faire du profit, et même si nous sommes contributeurs au réchauffement climatique, ce n'est pas notre souci principal et premier, au moins les choses sont dites et sont très claires. Pour ce qui concerne notre commission sur la dépendance, il me semble que sur ce secteur-là, sur la dépendance aux énergies fossiles, il y a là une part, mon collègue Mathias Tavel a posé aussi cette question, puisque sur la question des hydrocarbures, mais sur aussi la question du gaz, l'approvisionnement en gaz de notre État français, même si vous êtes intervenu sur le rapport entre l'Europe et la France, la question est assez simple. C'est est-ce que dans vos prévisions, la France aura suffisamment de stocks de gaz à l'hiver prochain, mais également à l'hiver 2023. Vous hochez de la tête, donc j'imagine que ça veut dire que oui. Et donc, vous confirmez que notamment la construction des nouvelles installations, ports méthaniers flottants notamment, sont plutôt ce que vous avez dit un peu dans vos propos introductifs pour sécuriser l'approvisionnement en gaz en Europe plutôt que l'État français qui était déjà pourvu d'assez d'installations. Une question sur le déclin. Vous avez fait parler du fait que de manière naturelle, les puits pétroliers, les champs pétroliers déclinaient en termes de rentabilité de pétrole de 4 à 5% par an. Vous avez aussi constaté qu'il y a un déclin de la demande en pétrole, notamment dans l'Union européenne, avec la fin des véhicules thermiques, notamment en 2035. Et donc, est-ce que dans la stratégie de Total, vous avez plutôt une diversification pour vendre, donc continuer, puisqu'on voit très clairement que vous investissez encore dans la recherche des hydrocarbures. Est-ce que dans la stratégie, vous allez plutôt arrêter le marché européen pour vous recentrer sur le marché mondial en termes de vente d'hydrocarbures? Et puis, peut-être une dernière question, puisque sur le rapport entre énergie renouvelable et énergie fossile, j'ai bien entendu vos propos sur le gaz. Pour une unité d'énergie renouvelable, aujourd'hui, Total, si les calculs sont bons, et sont de 447 unités dans les hydrocarbures. Est-ce que vous comptez faire quelque chose de significatif pour inverser cette tendance? Et puis, sur la question des grandes entreprises, et notamment votre collègue néerlandais, Shell a été attaqué par les ONG et les citoyens pour non-respect des obligations en matière de climat. Est-ce que vous craignez cela en termes de procédure ou pas du tout? Et juste une dernière chose sur la dépendance, puisque c'est le cœur de... En même temps, vous avez pris votre temps aussi au début de la commission, et je me semble légitime en tant que vice-président de la commission de reposer une dernière question, notamment sur les investissements, la stratégie d'investissement de Total dans les équipements français, notamment sur la centrale de Landivisiau qui a ouvert cette année, la centrale à gaz, vous l'avez évoqué. Il me semble qu'il y a là 40 millions d'euros qui sont versés pour 20 ans à la France. Et il semblerait aussi que vous avez vendu la moitié à un fonds de pension étranger à l'État français. Est-ce que ça n'accroît pas notre dépendance plutôt énergétique et pas l'indépendance énergétique de la France? Bien, Madame Brulebois, pardon, mais... Merci, Monsieur le Président. Une minute. Monsieur le Président, Directeur Général, merci pour votre exposé très éclairant. Alors que votre groupe avait l'image jusqu'alors de major des énergies fossiles, vous êtes aujourd'hui un acteur majeur de la transition énergétique et vous avez pour ambition de devenir un des premiers producteurs d'énergie renouvelable en 2030. Vous investissez beaucoup dans le solaire et l'éolien, 4 milliards d'euros en 2022. Actuellement, nous sommes en train d'examiner la loi d'accélération de la production des énergies renouvelables. Vous l'avez dit, en France, on a beaucoup de procédures qui sont très lourdes, qui sont des frais. Nous essayons de les lever. Et vous avez dit aussi, on ne peut pas prendre de décision sans tenir compte de l'opinion publique. On l'a vu pour Fukushima. Vous en avez fait les frais aussi à la MED avec l'huile de palme. Et donc, moi, je voulais savoir quel regard portez-vous sur les autres énergies que cette loi ne traite, à mon sens, pas suffisamment, à savoir la géothermie, l'hydroélectricité
et les combustibles solides de récupération. Vous avez parlé des déchets, mais les combustibles solides de récupération sont des énergies qui me paraissent utiles, alors que nous enfouissons encore beaucoup de déchets et que les cimenteries, par exemple, en ont fait un combustible et non pas un déchet, comme le CSR a toujours le statut de déchet et n'a pas le statut de filière. Pensez-vous qu'il faudrait travailler sur ce sujet? Merci. Monsieur le Président directeur général. Juste un point, puisqu'il y a plusieurs questions et je n'ai pas répondu, je suis désolé à votre collègue, sur les investissements. Oui, cette année, nous mettons 4 milliards d'euros, nous investissons 4 milliards de dollars ou d'euros, c'est pareil en l'occurrence, sur 16 dans les énergies renouvelables et décarbonées, l'électricité. Oui, c'est ce qui est. On n'arrête pas de me dire que c'est pas assez parce qu'on regarde le verre à demi-vide. La vérité, c'est qu'on doit être le cinquième plus gros investisseur au monde pour une seule entreprise dans ces secteurs-là. Alors bien sûr, on peut faire le rapport au profit. Mais les capacités d'investissement d'une entreprise ne sont pas décidées en fonction des profits de l'année, mais on regarde le sujet. On a décidé qu'on a annoncé qu'on augmenterait nos investissements et on va les augmenter. Ils passeront sans doute l'année prochaine à plus de 5 milliards. Alors après, on peut me poser la question qui n'a pas beaucoup d'intérêt, pour être honnête, pour faire un ratio que vous faites entre aujourd'hui et effectivement, pour pouvoir produire, il faut d'abord investir. Ça, c'est la définition. On a dit qu'en 2000, on visait d'avoir 20% de notre mix en 2030 dans les énergies électriques et renouvelables. Donc c'est ça l'objectif. Aujourd'hui, c'est petit, bien évidemment, puisqu'on a commencé il y a 3 ou 4 ans. Donc j'ai pas la baguette magique, effectivement, et que dans l'énergie, il faut investir pendant des années avant de pouvoir produire. Donc voilà. Et aujourd'hui, d'ailleurs, la balance qu'on doit faire, et c'est un débat permanent au niveau avec notre conseil d'administration, c'est en même temps, on nous demande aussi de fournir le pétrole et le gaz dont vous avez besoin, le gaz naturel liquéfié. Donc on doit trouver le bon équilibre entre fournir l'énergie qui nous fait vivre aujourd'hui et construire et investir dans l'énergie de demain. Je pense que de toute manière, donc c'est le verre de midi ou le verre à demi plein. Nous, on considère en tout cas que, et les chiffres sont là, qu'on est un des acteurs qui investissent le plus dans ces énergies-là en ce moment au niveau mondial. Et ça, on ne pourra pas nous le retirer malgré tous les ratios qu'on voudra bien faire. L'hydrogène terrestre, honnêtement, sur les voitures, je pense que l'Europe est en train de faire le choix. Hein. Vous avez décidé, les parlements ont décidé que les véhicules seront électriques. Les constructeurs automobiles l'ont décidé, sont en train de le décider. La place pour le véhicule léger, entre guillemets, hydrogène est en train d'être marginale. Donc la question pour l'hydrogène, c'est plutôt les camions. Est-ce que les camions seront à batterie ou est-ce qu'à électrique ou est-ce qu'ils seront à hydrogène? Mais véhicules à hydrogène, on ne fera pas beaucoup d'efforts. Et si on réfléchit en ce moment, on va sans doute annoncer prochainement la construction d'un réseau européen de stations, une centaine de stations à hydrogène, c'est pour les camions, mais pas pour les véhicules légers. On ne pourra pas, je pense, à la fois construire une infrastructure à hydrogène pour véhicules légers, puis l'infrastructure de borne de recharge. Tout ça coûte extrêmement cher. Il n'y a pas de demande, donc je pense que le choix est en train d'être fait. Est-ce que c'est le bon choix? Je ne sais pas. Ça, c'est les constructeurs automobiles qui nous le diront. Mais nous, là-dessus, on essaye d'accompagner la demande. La demande, maintenant, elle est clairement pour les bornes de recharge. Qu'est-ce que j'ai répondu aux investissements? La reine, j'avais répondu tout à l'heure. Enfin, désolé, madame, mais c'est pas. Je peux pas réécrire l'histoire. Nous, on n'était pas dans l'électricité en 2010. C'est pas un domaine que je connais très bien. Il y avait une question d'ouverture à la concurrence. La France a fait ce choix pour répondre aux exigences de la Commission, en fait, de la communauté européenne, de marcher, d'ouvrir à la concurrence en réallouant une partie de la rente nucléaire. J'ai tout à l'heure eu l'occasion de m'exprimer sur le fait qu'il y avait dans cette mécanique sans doute un défaut d'obligation d'investissement corrélé à cela. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, mais je ne peux pas. Après, je laisserai le PDG d'EDF est mieux placé que lui pour parler de ses finances. Je ne les connais pas particulièrement. Mais c'est pas, honnêtement, c'est pas la reine pour Total Energy, c'est pas du tout un gain. Hein. On le renvoie, comme j'ai déjà répondu, les volumes qu'on reçoit, on les renvoie à nos clients et c'est totalement transparent et il peut y avoir des audits, etc. On réalloue la reine dans les prix que l'on fait. Le calcul est assez simple. On reçoit X% de notre mix à 50 €. On va chercher Y%, le 100 moins X sur le marché à 100 ou 200 € et le client va recevoir le prix moyen pondéré de tout cela. Voilà comment ça fonctionne. C'est simple. Après, les choix, c'est l'État qui décide. Est-ce que c'est 100, 120? Nous, on va prendre ce qu'on va dire. Encore une fois, le seul défaut que ça avait, c'est quand on alloue de la reine à des gens qui ne l'utilisent pas. Parce qu'il y a le truc qui ne marche pas très bien dans l'allocation aujourd'hui, c'est que c'est déclaratif sur combien je veux voir de clients. Et si les gens déclarent un peu plus de clients, ils obtiennent plus d'arènes
que les clients réels. C'est ça qui est. Donc il y a pas mal de choses là-dessus, mais je dirais on pourra un jour en reparler. Je ne vais pas revenir sur le fait que je n'ai jamais dit, madame, que les profits étaient plus importants que les émissions. Je pense même avoir jamais prononcé cette phrase. Il ne faut pas me faire dire des choses que je n'ai pas dites. Je suis désolé. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que oui, une entreprise comme la nôtre a vocation à produire de l'énergie et à la vendre en faisant des profits. Il n'y a rien de surprenant là-dedans. De toute manière, si vous pensez qu'on fera le changement, la transformation énergétique sans tout ça soit lié, ce n'est pas les investissements publics qui vont faire la transformation énergétique. Il faut faire, et les pouvoirs publics, il faut faire x3, x4. Donc les investissements privés seront nécessaires. Les investissements privés, effectivement, ils doivent avoir un retour. Ça, c'est assez clair. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ça soit antinomique avec la politique d'émissions, de baisse des émissions, sur à quoi nous nous sommes engagés. Nous avons dit que nos émissions dites de scope 1 plus 2 baisseront de 40% entre 2015 à 2030. Elles baisseront de 40% entre 2015 et 2030. Et elles ont déjà baissé de 20%. Donc on fait le travail également sur la côté émissions aux bornes de l'entreprise. Et en même temps, ce qui ne nous empêche pas d'avoir... Notre mission, c'est quelque part de fournir plus d'énergie au monde, parce qu'effectivement, notre champ, il est mondial, il n'est pas français ou européen, et en même temps, moins d'émissions. C'est ça, toute la stratégie de l'entreprise, c'est d'aller piloter les deux en même temps. Et pour faire cela, ce qui est durable, effectivement, pour pouvoir investir dans les énergies renouvelables, c'est parce que je fais des profits sur le reste. Si je n'ai pas trouvé encore la machine à investir sans faire des profits. Ça, je ne sais pas faire. Vous m'avez posé la question, je pense que j'ai répondu. Non, vous avez posé une question sur les déclins, mais je ne sais plus. Non, mais encore une fois, oui, vous avez posé la question. Il y a l'Europe, il y a le reste du monde. La consommation, encore une fois, la population mondiale croît. Et dans tout ce débat, la question est de savoir, d'ailleurs l'accord de Paris est un accord sur le climat et le développement. C'est le titre qu'il porte. On a bien vu à Sharm el-Sheikh que le débat sur le développement était aussi présent. Et donc la question pour les pays émergents qui ont une population qui a une légitime demande d'accès elle aussi à l'énergie, à un bien-être que nous on a dans nos pays occidentaux, un besoin de plus d'énergie. Et tout le débat, tout l'enjeu compliqué, c'est comment on fait pour expliquer, j'ai passé du temps en Afrique du Sud récemment, à l'Afrique du Sud d'éviter de continuer à créer des centrales au charbon. Or, leur seule ressource naturelle, pour l'instant, majeure, c'est le charbon, qui emploie d'ailleurs des centaines de milliers de personnes. Donc je pense que c'est ça le débat qu'on doit avoir si on est responsable, nous, Européens. C'est pas de s'occuper seulement de nos émissions. C'est combien sommes-nous prêts à apporter à ces pays-là pour être capables, eux aussi, de faire la transition. Mais leur demander de rester dans le dénuement économique et social, ça ne me paraît pas la bonne réponse. Donc effectivement, l'essentiel des productions que nous faisons aujourd'hui, d'ores et déjà, elles ont une vocation pas seulement au marché européen ou français. La majorité de nos productions, d'ores et déjà, va vers ces économies-là. La croissance aujourd'hui de la demande, elle vient de ces pays-là. Donc il n'y aura pas de modification de ce point de vue-là, tant qu'on n'aura pas... Et la question, elle est mondiale. C'est bien la difficulté de ce sujet climatique. Il est mondial. Il n'est pas qu'européen, ni que français, même si on a une responsabilité historique, puisqu'on a développé nos économies sur la base d'une énergie décarbonée. Donc ça, c'est un débat qui dépasse le cadre aujourd'hui. L'Andivisio, oui, on a décidé que cette centrale, on en a, comme on fait d'ailleurs dans tous nos outils, nos capacités de production électrique, puisque c'est pas la rentabilité de ces outils-là n'est pas très forte, c'est qu'on cherche des partenaires à qui on revend. C'est un acteur financier, c'est nous qui gardons le contrôle de la centrale, mais encore une fois, de toute manière, la centrale, elle est là, elle est construite. Et son objectif, quel que soit le propriétaire de la centrale, c'est de la faire tourner. Donc, une fois qu'elle est construite, elle participera à la souveraineté électrique du pays. Voilà, donc on a effectivement considéré, parce que je ne vais pas revenir sur ce dossier dont nous avions hérité, nous avons exécuté le projet. Il est clair que ce projet ne remplissait pas les critères de rentabilité du groupe Total Énergie. Voilà. Maintenant, comme ça s'est fait dans beaucoup d'infrastructures, il y a aujourd'hui, comme ça se passe sur les énergies renouvelables, beaucoup d'acteurs financiers qui ont de l'argent à placer sont prêts à investir dans ces infrastructures dont les revenus sont plus ou moins garantis, ce qui n'est pas en général le cas d'une centrale à gaz, celle-là pour partie. Non. Non, j'ai jamais dit ça d'ailleurs. Je pense pas. Je sais faire la différence entre l'énergie renouvelable et les énergies fossiles. Non, je sais. Non, je répondais à une question sur l'Andivisio. Donc j'ai répondu à la question.
Est-ce que combustible solide de récupération, je ne connais pas bien le dossier pour être honnête. Je sais bien que les cimenteries traitent des déchets et que c'est une source d'énergie pour elles depuis longtemps. Hein, c'est pas nouveau. Mais je ne sais pas s'il faut développer ou non. Je peux pas répondre particulièrement à votre question. Je connais pas suffisamment le sujet. Je pense que dans le texte couvre déjà beaucoup d'énergie. Il pourrait peut-être un peu mieux couvrir la notion du stockage. Parce que lorsqu'on veut développer les énergies renouvelables, il faut aussi penser aux capacités de stockage d'électricité. Et c'est un sujet qui n'est pas vraiment traité. On est encore naissant, mais nous, on voit bien que plus on va mettre d'intermittents, si on veut éviter les centrales à gaz, il faut pouvoir développer des batteries. Et le stockage par batterie se développe très vite aux États-Unis. On ne fait plus aucune centrale solaire américaine sans des batteries. C'est une question qui pourrait peut-être être regardée, mais je n'ai pas plus à en dire. Mais le texte est déjà assez complet et couvre pas mal de sujets. Une des priorités qu'on doit avoir, j'en ai pas parlé, c'est l'éolien offshore, hein, qui a l'avantage d'apporter des capacités. Une ferme éolienne offshore, on parle tout de suite très vite de 500 MW, 1 gigawatt, donc c'est fort. Ça relève de la planification, là également, avec les États, c'est assez évident. Je pense qu'on est plutôt en retard et qu'on a moitié à accélérer parce que c'est des technologies qui sont beaucoup améliorées au fil du temps. Mais c'est des projets qui demandent du temps, hein. Il faut plusieurs années, donc il faut aller vite si on veut déployer et atteindre les objectifs qu'a fixé le président de la République sur le sujet de l'éolien offshore. Bien, merci beaucoup, monsieur le président directeur général Pouyanné, d'avoir répondu aux questions de notre commission d'enquête. C'était important pour nous de pouvoir entendre la principale entreprise française dans le domaine du pétrole sur ces questions, puisque évidemment c'est encore et toujours une de nos principales sources d'énergie et donc de dépendance au niveau de l'État français. Merci beaucoup pour votre disponibilité et d'avoir répondu à nos questions. Je précise juste avant de clore la réunion que j'invite les membres de la commission à rester un instant dans la salle. On a des petits points de déroulé pour les prochaines réunions à traiter ensemble. Merci pour votre accueil.